по-французски это сказать «c'est trop tard». Но я буду по-французски выступать. On se débrouille tant bien que mal. Bien, donc, comme vous le... Bon, merci d'abord à Nadia de son invitation. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a donné beaucoup de travail. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir d'enseigner. Donc, Vincent Benet, directeur des centres des études franco-russes, grand connaisseur de la langue russe et des expressions figées, qu'il note et qu'il demande aux autochtones qui hésitent parfois à traduire et à expliquer. Et donc le niveau de langue est toujours quelquefois... Il y a expression figée et expression figée. Oui, voilà. tout à fait. Donc je vais vous parler un petit peu, donc je ne suis pas tout à fait... Je suis plutôt spécialiste de linguistique informatique, de traitement de corpus, et surtout l'expérience d'enseignement m'a appris à toujours douter de tout, à commencer par les dictionnaires. Et ce que je vous propose aujourd'hui, donc de la traduction des expressions figées en russe et en français, c'est pour vous donner à la fois un petit, disons, allez, vernis, on va dire, théorique, parce qu'en tant qu'apprenant, c'est pas toujours évident de reconnaître une expression figée. Comment on peut les reconnaître? Ensuite, on va regarder tous les dictionnaires que vous connaissez. Ensuite, on va regarder tout ce qu'il y a sur Internet qui peut vous aider. Et ensuite, on essaiera de faire, eh bien, dans une petite conclusion, des petits essais de traduction d'expressions figées, qui sont souvent des gloses et qui sont souvent pas, qui n'ont pas tout le sel de l'expression figée, mais c'est ce qui fait la langue, et donc c'est aussi bien. Alors, donc je commencerai par... je sais aussi que je m'adresse à des doctorants ou des futurs doctorants. Donc, avant de vous lancer dans un sujet concernant le français et les expressions figées, eh bien, en introduction, je voulais vous montrer des exemples de thèses soutenues sur le sujet. Elles sont très nombreuses. Retenez cette adresse, thèse.fr, puisque vous avez le recensement de toutes les thèses qui sont ici faites. Alors, j'ai pris simplement les débuts, il y a plus de 250 thèses que vous pouvez télécharger, que vous pouvez lire, hein, c'est en accès libre, c'est au format PDF la plupart du temps, donc il n'y a aucun problème. Donc on a vers une traduction automatique des expressions figées françaises en chinois. Voilà, la traduction canonique par, alors là après vous avez donc le nom du directeur de thèse, et comme c'est un directeur de thèse, ensuite sur internet vous pouvez regarder Sylvien de Cardey-Greenfield et puis voir à Besançon, didactique et sémiotique, et ça vous donnera encore d'autres sujets. Traduire les expressions figées de l'espagnol au français, vous voyez. Donc c'est des plus récentes hein, que j'ai prises, vous voyez, en 2004 c'est un peu ancien, mais là 2015, 2012, bon c'est pas des thèses très anciennes. Les expressions figées en français et en BCMS, le BCMS c'est le bosniaque, croate, macédonien, serbe, puisque beaucoup de linguistes français et tous mes collègues de la Sorbonne et de l'INALCO considèrent qu'il s'agit d'une seule langue avec des variantes dialectales. Ce que ne considèrent pas les Croates et les Serbes, puisqu'ils font tout pour séparer, puisque maintenant, Aéroport c'est serbe, mais Zračna Luka c'est en croate. Voilà. Industria c'est en serbe, mais Gospodarstvo c'est en croate. Donc ça fait des différences très nettes. Donc ensuite, le traitement d'expressions figées dans la nature et dans la tradition humaine, la polysémie des expressions figées, étude traductologique du français à l'arabe. Alors, il n'y a pas de russe, hein, j'ai pas vu beaucoup de russe, donc vous pouvez faire des choses en russe, mais ça peut vous donner des idées hein, de sujets de thèse, en adaptant quelque chose qui s'est fait en chinois, en arabe, etc. Vers une traduction, alors interprétation et traduction d'expressions figées du français vers le serbe, ils sont très actifs. Les séquences figées en arabe, classique, encore une construction en français et en chinois, étude comparative des expressions figées et figurées contenant le mot coup, en français, udar, voilà, et leurs interprétations équivalentes en suédois, et les expressions figées de l'allemand comportant un nom d'animal. Alors ce sera l'objet de nos travaux pratiques avec des noms d'animaux, tout ce qui concerne les noms d'animaux en russe, et voilà. Donc vous avez... Alors ça c'est les 10 premières, hein, et vous en avez 250 comme ça, donc vous avez le choix quand vous choisissez un sujet. Une petite copie d'écran, si vous... Bon, c'est pas très clair, donc ça se présente comme ça, vous voyez. Là j'ai fait une autre recherche. J'avais fait une recherche sur expression figée. Là j'ai fait une recherche sur proverbes russes. Partout il y a proverbes et russes.
Et donc on a trouvé 202 thèses, comme vous voyez, dans le proverbe russe, qui commencent par le proverbe en Russie, 18e siècle, l'espace discursif et enjeux idéologiques, contribution à l'étude des proverbes russes, et ces thèses qui sont là comme ça, ben, vous cliquez dessus, puis quand elles sont là accédées en ligne, eh bien vous les téléchargez, vous avez les coordonnées de l'auteur, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, les références culturelles dans les titres d'articles de la presse russe, ça c'est une collègue qui enseignait à l'INALCO, qui l'a fait. En fait, elle a pris, vous savez, tous les titres des articles de journaux, c'était très intéressant comme thèse, qui sont des proverbes détournés. Fiedot, Danietot, il se trouve qu'il y avait un ministre Fiedot, etc., et puis que c'était bon, etc., et donc il y avait des articles, il y avait tous les articles comme ça qui sont des détournements de proverbes. Et vous regardez dans la presse, ça continue à fonctionner énormément. Management interculturel, influence de la mentalité russe sur le management des entreprises. Voilà, donc après des choses plus... Et tout ça, hein, vous accédez en ligne, et puis vous pouvez l'aller. Donc, ça vous donne des... Si vous ne savez pas quoi lire, c'est... Alors, justement, j'ai pris la thèse de ma collègue avec le résumé. Donc, il y a références culturelles dans les titres d'articles de la presse russe contemporaine. Et donc, ce qu'elle étudie, si vous pensez avoir un écran un peu plus grand, mais bon, on ne peut pas l'avoir sur les ordinateurs, non? Si. Mais il faut les allumer déjà. Allumez-les parce que... Je vais agrandir le texte. Je ne sais pas si je peux agrandir, parce que là, je suis en format... Non, c'est un PowerPoint. Sur le PowerPoint, normalement, je peux agrandir. On va essayer. Ok, j'essaie d'agrandir. Normalement, ça doit être là. Non, c'est pas là, c'est le truc. C'est un petit zoom. On va essayer ce que ça veut dire. Donc le sujet de recherche, je le dis, c'est le phénomène citationnel dans les titres d'articles de la presse russe contemporaine. Les citations présentes dans les titres renvoient à différentes références culturelles textuelles, citations d'œuvres littéraires, écrits politiques, textes de chansons, titres ou répliques de films, etc. C'est-à-dire que l'expression figée, hein, c'est tout, c'est pas simplement le proverbe, c'est tout ce qui fait, quand vous avez, par exemple, bon, c'est pas un proverbe, mais tout le monde, si je dis Pit Nadamiench, tout le monde sait d'où ça vient. Voilà, ça fait absolument, vous voyez, c'est une citation du film, Yelonia Sebui ou Slerkimpar, et c'est devenu un proverbe, et comme ça, et effectivement, on pourrait avoir un titre, Vybrat Nadamiench, ou bien, je sais pas, ou bien tout un tas de... Valavat, Nadamiench, des choses comme ça, qui pourraient très bien être dans un titre de presse, et tout le monde... Non, ça soit on laisse comme ça. Attendez. Voilà. Là, c'est bien grandi. Et dès que vous passez en mode... Ah oui, en mode... bon, bah, d'accord. Bah, je jonglerai entre le mode comme ça et voilà. puis... Okay. On peut faire un saut entre les deux. Oui, ok. Merci. Et parole, il n'y a pas de alors, correspondant oui, en alors personne. le Korenat Yeslava, justement, les paroles ailées, qui est une traduction littérale, ne dit absolument rien à un francophone. En fait, ça vient de l'allemand, hein, Geflügeltewer. Oui, sûrement, mais donc en fait, c'est les mots d'auteur, on pourrait dire des mots d'auteur, des citations, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas ce mot expression figée, en fait. Expression figée ou de référence. Voilà, expression de référence, effectivement, mais c'est pas du tout. Donc voilà, elle a fait une très bonne thèse qui a été soutenue maintenant en 2014 à l'université de Grenoble, où ils ont un grand centre de linguistique et vous pouvez la constituer, la consulter en ligne. Bon, je vais repasser parce qu'après il n'y aura pas de... Donc voilà, donc expression figée, proverbe, dicton. Donc ustойчивые словосочетания, пословицы, поговорки. Il y a beaucoup de mots pour différencier. C'est assez difficile de savoir quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, mais on va essayer de vous donner quelques petites références théoriques. Alors je vais faire une partie des références théoriques. Donc le lexique d'une langue ne se compose pas seulement de mots simples, mais aussi d'expressions ou de mots composés et d'expressions figées. Alors, je vais vous donner quelques termes, bon, c'est pas technique, linguistique, les unités monolexicales et les unités polylexicales. C'est important ce terme de polylexicalité, puisque à partir d'une polylexicalité, ça devient une expression figée. Par exemple, les mots composés cordon bleu. On n'a pas de trait d'union, mais un cordon bleu,
ce n'est pas la même chose que tiens, prends ce cordon rouge. Parce que si vous dites à un Français, tiens, prends ce cordon bleu pour m'attacher, il va réfléchir parce que tout d'un coup, si vous voulez, il est en train de se produire la même chose avec les gilets jaunes maintenant. Parce que le gilet jaune, en France, maintenant, ça devient un mot composé, ça devient effectivement une expression figée, ça renvoie plus tellement aux petits gilets jaunes fluorescents qu'on avait dans la voiture, enfin c'est celui-là qui sert, hein. Mais là maintenant c'est un concept, depuis 18 ou 19 semaines, 20 semaines, je ne sais plus que ça dure, ça devient un concept, donc une unité polylexicale. Donc c'est des syntagmes, alors c'est ça un syntagme figé, c'est lorsque vous pouvez, si vous changez, ben, ça change le sens. Hein, vous avez deux mots et ça considère. Alors c'est la grande richesse du français en fait. La grande richesse du français, c'est de pouvoir comme ça composer des mots. La grande richesse du russe, c'est de faire tout ce qu'on veut avec les préfixes, les racines, les suffixes, et on peut former tous les mots qu'on veut. En français, on peut le faire, mais beaucoup moins. Par contre, on peut faire ça comme on peut. Donc un mot composé est défini comme étant un groupe de mots d'au moins 2 morphèmes lexicaux correspondant à une unité significative. Un morphème, c'est la plus petite unité porteuse de sens, et un morphème lexical, ben, c'est la plus petite unité lexicale qui porte un sens. C'est-à-dire que cordon tout seul a du sens, bleu tout seul a du sens, et cordon bleu, ben, ça a un troisième sens qui n'est pas l'addition des deux. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Alors, les expressions figées en français, donc c'est une particularité, et toutes les grammaires en parlent, au moins dans un chapitre consacré à la formation des mots. Donc, dans le dictionnaire de linguistique Larousse, par exemple, les expressions figées relèvent d'un processus linguistique qui, d'un syntagme dont les éléments sont libres, fait un syntagme dont les éléments ne peuvent être dissociés. C'est ça qui va faire, qui doit vous... Bon, alors on va définir ce que c'est qu'un syntagme. Vous savez quand même, mais un syntagme libre et un syntagme dont tous les éléments ne peuvent pas être dissociés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un syntagme? On va distinguer les différents syntagmes, syntagme nominal, syntagme verbal, syntagme prépositionnel, etc. Donc un syntagme nominal a pour noyau un nom. Ici, vous avez, le syntagme il est souligné, hein, la phrase est en rouge et le syntagme est souligné. Le petit chien blanc de mon voisin. Ça c'est le syntagme nominal et il tourne autour de chien. D'accord? Et après le reste, eh c'est la suite. Pour le moment, sans mot qu'on verra avec le verbe. Le courrier électronique est probablement le service le plus utilisé par les internautes. Le service le plus utilisé par les internautes a pour nom noyau le service. C'est tout bête, hein. On verra parce qu'il y en a qui considèrent que ça c'est le syntagme verbal à la fin, mais bon, c'est... À midi, nous avons mangé quelque chose de bon. Et bien, quelque chose de bon a le syntagme noyau, pronom quelque chose, pronom indéfini. Syntagme adjectival. C'est quand le noyau est un adverbe, est un adjectif, pardon. Un adverbe en soi. J'ai un jardin tout plein de roses, ben, tout plein de roses a pour noyau plein. En russe, c'est la même chose, hein. Pollen, rose, carotte, pollen, tout ce que vous voulez, donc il n'y a pas de... Syntagme adverbial, un syntagme adverbial a pour noyau un adverbe. Donc, ils ont dû payer une amende conformément à la loi, mais conformément à la loi, pour noyau, l'adverbe conformément. Ça, ce sont des syntagmes libres. On peut changer tout ce qu'on veut à l'intérieur. Le syntagme verbal a pour noyau un verbe. Il a travaillé courageusement toute la fin de semaine. Eh bien, on a deux conceptions. Le syntagme verbal qui est il a travaillé courageusement toute la fin de semaine, ou bien a travaillé courageusement toute la fin de semaine. Juste une petite remarque de ce point de vue-là. Il y a deux écoles. Une école qui considère, quand on découpe la phrase, qu'il y a le groupe nominal, le syntagme nominal, le sujet, le petit chien blanc, hein, et le syntagme verbal qui comporte le verbe et tous ses compléments. D'accord? Donc qui commence juste après le sujet. Il y en a une qui considère que le syntagme verbal, c'est toute la proposition, toute la phrase, et qu'il y a à chaque fois autant de syntagmes nominaux, le sujet, le complément, des syntagmes adverbiaux, etc. Ces deux conceptions différentes d'analyse, elles sont, je ne sais pas comment vous l'avez appris, en France on apprenait groupe nominal, groupe verbal, on est en train de revenir dessus. Les dernières réformes de Blanquer dans l'apprentissage de la grammaire
disent que maintenant il faut revenir à la grammaire, sujet, verbe, complément, d'objet direct, complément d'objet, parce que sinon les étudiants et les élèves ils sont perdus. En français, il n'y a pas de déclinaison. D'accord ? Donc, vous êtes incapable, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on avait eu comme phrase? Le coq chante tous les matins. On avait au niveau de la licence, des copies de linguistique de licence, analyser la phrase, tous les matins, c'était le complément d'objet direct du verbe chanter. Bah oui, avec des étudiants de licence. Oui, à l'INALCO, je ne suis pas fier, non, c'est comme ça. Français. Français, bien sûr, locuteur natif. Vous voyez, la notion de grammaire, ben oui, donc ils n'avaient pas une notion de complément de temps, donc on est en train de revenir à quelque chose. Mais bon, ce sera pas mal, ça. Alors, tous ces syntagmes, donc on va avoir le syntagme, on a vu le syntagme prépositionnel, donc voilà, le syntagme prépositionnel, eh bien, c'est quand vous avez un complément introduit par une préposition, donc la préposition n'est pas le noyau dur du syntagme prépositionnel, mais c'est parce que c'est le nom qui en est noyau. Je pars à 3 heures, à 3 heures a pour noyau le nom heure, c'est-à-dire que la préposition ne peut pas être le noyau d'un syntagme. C'est le nom dont il dépend, mais on appelle ça syntaxe prépositionnel, puisque dans une phrase comme ceci, eh bien, il n'y a pas de syntaxe nominale à part le pronom je devant. Donc les limites du syntagme. Eh bien, un syntagme divisible possède des éléments constitutifs autonomes. Et c'est pour ça qu'on va arriver au syntagme figé. C'est-à-dire qu'on prend une phrase, on prend son syntagme nominal, on prend, ici on a une pomme de mon grand jardin, et vous voyez que tout est paramétrable. C'est-à-dire que si vous faites ça, une pomme, j'aurais pu mettre la pomme, je peux remplacer pomme par poire, ça change le sens, mais c'est pas... c'est clé. Ensuite, je peux ramener mon ton, je peux mettre ton à la place, je peux remplacer grand par petit, je peux remplacer jardin par verger, et il n'y a aucun problème, tout est autonome, et donc on a un syntagme qu'on appelle non figé. Puisqu'on a quelque chose, globalement, qui garde la même idée, qui n'est pas le... Alors, les limites du syntagme. Eh bien, vous avez un syntagme indissociable. Quand c'est un syntagme indissociable, c'est quand on ne peut pas supprimer un seul de ces mots sans perdre le sens que représente cet ensemble de mots. Le mot composé pomme de terre. Le mot composé pomme de pain. D'accord? On voit que ce n'est pas la même chose, on change quelque chose. Une fin de loup ou une mise en scène. D'accord? Eh bien, tout ça, ça représente comme... Si des mots composés sont reconnus par la langue, lexicalisés, comme des blocs associatifs qui sont liés, eh bien on a l'impression donc qu'il s'agit de syntagmes figés, alors qu'autrement, il s'agit d'associations contingentes. Regardez, cette phrase, c'est un exemple qu'on donne en linguistique, parce que globalement, on peut l'interpréter de deux façons, sauf que le français, il a ramassé une pomme de terre. Donc il a ramassé une pomme de terre, vous voyez la personne qui prend une pomme de terre, hein, qui n'a pas de cartouche, ou bon, ok. Par contre, il a ramassé une pomme de terre, si vous avez quelqu'un qui voit tomber une pomme, et puis qui prend la pomme, eh bien, il a ramassé une pomme de terre. Bon, c'est un peu tordu comme sens, mais globalement, ça fonctionne, on comprendrait comme ça. Ce qui veut dire que là, les traducteurs automatiques, là, ils s'en mêlent, il faut qu'on constitue spécialement pour les traducteurs automatiques des entités lexicales polylexicale. Pardon, mais c'est pas par terre. Dans le dernier sens, c'est... Non, puisqu'il la prend de terre. Non, il peut la prendre de terre. Hein. Il a remplacé, on pourrait avoir par terre aussi. Hein. Il a par terre, il a ramassé une pomme. Oui, on peut changer aussi. Et là, je donne un exemple exprès pour montrer que, effectivement... De coïncidence, oui. Voilà, une coïncidence qui fait que, effectivement, ce ne serait pas possible avec pain. Il a ramassé une pomme de pain, mais il n'y a pas de... Voilà. Michou. Avec terre, c'est encore faisable. Alors, je voulais donc en venir maintenant à l'objet. Donc, qu'est-ce que c'est que la phraséologie? Donc, je vais déballer un petit peu. Si dans un groupe de mots, ça c'est une définition de Charles Bailly dans son traité de linguistique, qui est une référence de 1909, chaque unité graphique perd une partie de sa signification individuelle ou n'en conserve aucune. Si la combinaison de ces éléments se présente seule avec un sens bien net, on peut dire qu'il s'agit d'une locution composée.
C'est l'ensemble de ces faits que nous comprenons sous le terme de phraséologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette classification est basée sur l'aspect sémantique. D'accord? Donc, dans le dictionnaire Larousse, à rapprocher, le figement est un processus linguistique qui, d'un syntagme dont les éléments sont libres, fait un syntagme dont les éléments ne peuvent être dissociés. Par exemple, un compte-rendu. Donc je reviens sur ma pomme de terre. Compte-rendu, c'est un syntagme figé. Un compte-rendu, eh bien, on s'est abrégé en CR, j'en fais tous les jours presque. Et on peut dire que c'est un syntagme figé puisqu'ils ne sont pas à prendre au sein. Alors, je vais essayer maintenant de vous donner des éléments qui sont comment définir, comment trouver si une expression est figée ou pas. Donc il y a globalement 4 critères. Les 4 critères sont la polylexicalité, l'opacité sémantique, le blocage des propriétés transformationnelles et le sens global. Polylexicalité, j'en ai déjà parlé. C'est le critère fondamental. Donc ça veut dire quoi? Poly, plusieurs en grec, et lexicalité, plusieurs lexèmes, c'est-à-dire plusieurs mots. Pour qu'il y ait une expression figée, il faut qu'il y ait plusieurs mots. Ça va de soi, hein, mais bon, les évidences sont toujours bonnes à dire. Donc c'est le critère fondamental, c'est-à-dire que le signifiant est pluriel. Je vous rappelle, hein, on parle de Saussure, hein, le signifiant et le signifié. Le signifiant, c'est ce qui sert à déterminer le signifié. Donc il est formé de plusieurs unités lexicales. L'avantage le terme de polylexicalité, c'est que ces lexèmes doivent être autonomes par eux-mêmes. Compte, c'est un compte. Rendu, c'est rendu. Mais un compte rendu, c'est autre chose. D'accord? Donc il faut donner un coup de pouce. D'accord? Donc voilà un exemple de polylexicalité où on a... Qu'est-ce qu'on peut changer dans donner un coup de pouce? On peut donner un coup de poing, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Coup de main. Mais donner un coup de main, c'est pas tout à fait la même chose qu'un coup de pouce. Donner un coup de pouce, c'est-à-dire que si vous enlevez ça, vous changez complètement le sens et du coup, ça devient une expression non figée. Donner un coup de poing, il a donné un coup de poing, il a donné un coup de pied, on voit une bagarre, c'est une description. Donc donner un coup de pouce, excusez-moi Nadia, je ne vais pas faire ça, ça ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Vous voyez le problème, c'est ça la locution figée, c'est-à-dire que on va avoir pédaler dans la choucroute. Donc quand vous pédalez dans la choucroute, vous pédalez dans la semoule aussi, donc vous voyez bien ce que ça peut représenter, mais c'est évident que ce n'est pas une description d'action. On pourrait le faire, mais si on le décrit, imaginez un humoriste qui voudrait filmer des expressions figées, ce serait très drôle parce qu'on verrait concrètement ce qui donc évidemment avoir des difficultés, ne pas s'en sortir, etc., tout un tas de choses. Mais on voit bien que si on enlève un mot, eh bien on n'est plus du tout dans le même. Alors, après la polylexicalité, c'est l'opacité sémantique. Je donne d'autres exemples, mais on peut les prendre pour le premier. Hein. L'opacité sémantique, ça veut dire qu'une séquence donnée est dite opaque quand, à partir des sens des éléments composants, on ne peut pas reconstituer le sens de l'ensemble. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a effectivement une expression, soit on la comprend de travers, donner un coup de pouce, ça veut dire donner un coup, bon, donner un coup, pouce, bon, donner un coup de pied, on comprend, mais pouce, on ne voit pas, etc. Donc, la moutarde du Montonnet. Ben oui, on a du mal à... Si vous voulez, si vous ne connaissez pas le sens de l'expression, on ne voit pas ce que ça veut dire. De la moutarde qui monte, bon, je prends une image, la moutarde, bon, les carottes sont cuites. Alors vous pouvez le dire, hein, les carottes sont cuites, à table, les carottes sont cuites. Effectivement. Notre candidat a pris une veste. Hein, donc effectivement, il peut très bien, alors si vous changez, il a pris la veste de son opposant, ou il a pris, bon, on change complètement le sens, et si vous ne connaissez pas le sens de prendre une veste, essuyer un échec, ben là c'est fini.
c'est ce qu'on appelle l'opacité sémantique. Il faut y prendre une veste, les carottes sont cuites, donc c'est fini, on ne peut plus rien faire, c'est la catastrophe. Moutarde, c'est se mettre en colère, être énervé, etc. Et le candidat a pris une veste, et bien il a un échec, il a eu un échec. Et pour une femme candidate. Et si Ah oui, oui, la candidate a pris une veste, oui. pensez Oui, prendre une veste. pas une jupe. Non, une veste. Une veste. Mais alors, il y a aussi, c'est aussi dans le jargon des adolescents, enfin de mon époque, quand vous étiez dans les soirées et que vous vouliez inviter une fille à danser, etc., et dit, que la fille dit non, ben c'était, il a pris une veste, ça allait à ce niveau-là aussi. Voilà. Alors, le blocage des propriétés transformationnelles. Ça, c'est important parce que non seulement vous pouvez, le sens est obscur, mais vous ne pouvez pas non plus changer un mot dans l'expression. À la rigueur, on peut conjuguer les verbes, oui, mais on a, pas toujours. Mais là, contrainte syntaxique plus restriction sémantique. Prendre la tangente, ben, prendre une tangente, c'est pas possible. Prendre le taureau par les cornes, si vous changez prendre un taureau par des cornes, c'est plus l'expression, ça veut dire autre chose. Prendre un râteau, c'est la même chose que prendre une veste, hein, globalement. Prendre le râteau, je peux dire, tiens, prendre le râteau, il faut enlever les fragments, mais ça n'a rien à voir avec prendre un râteau. Donc on peut absolument pas changer un seul des éléments, aussi minimum soit-il. Je reprendrai plus tard l'exemple ici. Donc le sens global, alors c'est lié au fait qu'on ne puisse pas débloquer, c'est l'opacité. Donc le sens global, Luc a mis la charrue avant les bœufs. D'accord? Eh bien, à la rigueur, on peut trouver quelquefois devant, j'en reviendrai devant les bœufs, mais il a mis la charrue avant les bœufs. Il a mis une charrue avant des bœufs, ça ne voudrait plus rien dire. Luc a cassé sa pipe. Si vous mettez Luc a cassé ta pipe, c'est pas même ça, ta pipe, Luc il l'a cassé, mais si vous voulez, mais ça a plus du tout, c'est autre chose, on revient sur le concret et on décide. Donc Luc est mort, hein. Tué. Alors, si vous voulez, vous voyez ici, Luc a mis le verre et l'assiette sur la table de buffet, Luc a cassé, brisé, alors brisé fait tomber son verre. Si vous changez pipe par assiette, etc., vous pouvez absolument avoir tous les éléments, toutes les combinatoires possibles, inimaginables, et on sort de l'expression figée. Donc l'expression figée, c'est vraiment ces 4 éléments, notez-les, je vous laisserai, je reviens en arrière, là, voilà, ces 4 éléments qui sont tous liés les uns aux autres. S'il en manque un, ça veut dire que c'est peut-être pas une expression figée. Donc en conclusion, la phrase figée, c'est une notion intuitive, difficile à cerner, parce que Luc a cassé sa pipe, on peut très bien imaginer qu'il ait une pipe, qu'il la fasse tomber, il a cassé sa pipe aussi, mais on ne le dira pas comme ça, on dira il a fait tomber sa pipe, et elle s'est cassée, enfin en français on l'évitera, ou alors dans un texte humoristique. Tous les jeux de mots viennent de là, hein, de toute manière. Hein. Donc on a les groupes totalement figés. Luc a perdu la tête, il a perdu le nord, il a perdu la boussole, tout un tas de choses comme ça. Luc a perdu une tête, je ne saurais pas trop ce que ça veut dire, la tête de qui. Bon. Léa prend le taureau par les cornes. Si on a Léa a pris un gros taureau par la corde droite, si vous voulez, on voit très bien lors d'une manifestation dans le midi de la France, quand on lâche les taureaux dans la rue, Léa a pris le taureau par la corde, et voilà. Mais c'est pas prendre le taureau par les cornes, nous sommes d'accord. Gilbert a cassé sa pipe, c'est pas comme Gilbert a cassé sa pipe. Donc il y a différents degrés de contrainte. Hein. Effectivement, là, c'est des groupes totalement figés, et ici, on a même une phrase avec un adjectif possessif complètement contraint. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces critères de... Non? Une toute petite question, parce qu'il y a vraiment intérêt à analyser ça que dans les limites d'un syntagme, parce qu'il y a des locutions figées qui dépassent largement le cadre du syntagme, comme les phrases. Oui, alors, c'est non pas de pain qu'il mange des brioches, oui, comme ça. On en parlera après quand on fera les études de dictionnaire.
Mais j'ai plutôt insisté sur les expressions relativement courtes. Ceci dit, mon luxatif, c'est une phrase complète avec un certain verbal, mais c'est vrai que c'est un problème. Parce que la parénéologie, donc ça comprend, il y a donc, des proverbes, des dictons, des citations, des sketchs, des aphorismes, vélérismes. Je ne parlerai pas, il aurait fallu 3 heures ou 5 heures, etc. J'essaierai je voulais limiter aux expressions françaises qui sont difficiles à traduire en russe. Enfin bon, si, on peut dire que c'est sa pipe, il y a vos pièces spieta, puis voilà. Pisenka. Pisenka. Ah ouais, j'ai vu pièce, non? Les deux? Нет, песенка. Какая песня? Pisenka. Лебединая песня, mais его песенка спета. Ah, parce que, d'accord, il y a pisenka spieta. Alors, j'ai trouvé, et je vous donnerai des indications pour que vous puissiez les télécharger aussi, parce qu'il y a des étudiants qui ont mis beaucoup de choses en ligne. Donc, on va regarder les dictionnaires russes et français, qui sont... j'ai pris quelques petits exemples que l'on étudiera ensemble et que l'on commentera ensemble. Je ne tiens pas la vérité, je tiens à le dire. Donc, on va commencer par le dictionnaire de mon collègue Biliakov. Oui. Ah, il est là. Bon, je fais... Alors, le dictionnaire de... Ah oui, peut-être que j'avais changé mon ordre, mais attendez. Non, attendez, on va commencer comme ça. Oui, c'était pour ça. Donc, le dictionnaire de Biliakov, on verra aussi le dictionnaire russe d'élocution de Makienka, le dictionnaire des proverbes, le dictionnaire russe d'élocution proverbiale, donc les expressions ailées, encore une autre traduction de la même façon, et un dictionnaire russe-français d'élocution idiomatique équivalente, en sachant que dans tout ça, il y a des choses à prendre et à laisser. Et j'ai pris aussi les dictionnaires que vous devez utiliser, le Ganchina, Sherba, et le dictionnaire de Gave Triomphe qui a fait des progrès, mais qui n'est pas encore le meilleur. Alors, le fameux dictionnaire de Ganchina. Donc j'ai pris justement le mot bœuf, parce que je voulais faire sur les animaux, et je me suis aperçu que pour un article comme ça, bon, globalement, il y a certaines expressions qui sont quelquefois, qui sont marquées ici dans un dictionnaire, donc on se dit que c'est des choses fréquentes. Donc comme on est deux locuteurs natifs, merci, des Français, c'est pas toujours évident parce que chacun a son français, j'ai le français d'une certaine génération, il y en a d'une autre, et donc il y a des choses qu'on dit et qu'on ne dit plus. Par exemple, travailler comme un bœuf. Bon. Oui, moi je ne le dis pas. Mais voilà, comme un fou, oui, travaille comme un fou, ça oui. Mais là, c'est pas celle-là qui est proposée. En russe, je pense que la route de Calvon, c'est toujours. Voilà. Par contre, si vous voulez vous servir de ça pour le français, c'est pas la peine, vous ne trouverez pas. Ensuite. Как лошадь. Plus fréquent, oui. Mais on l'a pas fait. Пахать как лошадь. Пахать как Они лошадь. работают как Работать как пчелка. Как пчелка, да. Как пчелка. Donc c'est un dictionnaire qui commence à dire. Ensuite, alors, quand on a vieux bœuf fait sillon droit, alors là. Ça existe, c'est même pas ce que ça veut. Ben si, parce que l'expérience fait qu'on trace, on va bien, quoi. Mais globalement, là, franchement. Ah oui, ça existe. Alors je vous dirais, oui, ça existe, vous trouvez, mais c'est des choses qui ne. Je vous dirais comment vérifier si ça existe encore ou pas, mais c'est des choses qu'on ne dit plus jamais. On ne dit plus jamais, mais c'est encore dans le dictionnaire. Bon, mettre la charrue avant et devant les bœufs, alors là, bon, bravo, là c'est bon, il n'y a pas de problème. Avoir un bœuf sur sa langue, alors là, franchement, avoir un bœuf sur sa langue, alors vous avez une clause ici, hein, Malchat Pavrinoujdien. Malchat Pavrinoujdien, donc se taire par contrainte, être contraint de se taire, mais là j'ai jamais, bon à la rigueur avec ça, on aurait avoir un cheveu sur la langue,
Mais c'est faut parler comme ça, hein, vous direz un peu de... Donc, voilà, mais c'est tout. C'est comme ça qu'on dit, hein, mais globalement, là, je ne comprends pas. Donc après, du bœuf bouilli, le bœuf à la mode, bœuf Bruxelles, etc. Un succès bœuf. Ouais. Ça prend quand c'est dire. Mais on dirait plutôt c'est un succès fou. C'est vrai, un succès fou plutôt qu'un succès bœuf. Mais encore un succès bœuf, ouais, ça pourrait, on pourrait encore entendre. Donc vous voyez que on change de dictionnaire. On en prend un bien plus récent. Donc je prends celui de Gac et Triomphe, que vous devez utiliser, parce qu'il n'y en a pas de plus récent à ma connaissance. Il a été revu, c'est le dernier qui existe, avant que M. Triomphe le décède. Donc, eh bien, il a fait un effort, mais globalement, il a encore des choses qui sont un petit peu... Alors, il en a rajouté, effectivement, mettre la charrue devant les bœufs. Alors, il a pris devant, avant, c'est quand même mieux, c'est plus fréquent, on verra. Travailler comme un bœuf, il le garde. Fort comme un bœuf, ouais, fort comme un taureau, à la rigueur, fort comme un turc, mais les turcs, ils ont une réputation. Mais bon, je suis un petit peu... avoir un bœuf sur la langue encore, et il le reprend. Donc, à mon avis, je crois qu'il a eu un peu la flemme de réactualiser tout, parce que... Mais il change la signification. Pas mal. Pas mal, oui. C'est pas comme c'était... C'est pas comme c'était. Il a changé, il a adapté le sens, mais je ne sais pas qui sont ses informateurs. Fantasy, c'est Triomphe, mais donc, vraiment... Faire un effet bœuf, là oui. Faire un effet bœuf, plutôt qu'un succès bœuf, un succès fou, oui, un effet bœuf, oui, ça se dit bien, effectivement, il n'y a pas... voilà. C'est bœuf, alors là... c'est beauf, c'est pas bœuf. Oui, beauf, c'est autre chose, c'est beauf, ça fait ça avec les beaux-frères, etc., c'est vulgaire, c'est tout ce qu'on veut, mais là, c'est bœuf, et t'as pas fait ça, et je sais. Alors là, franchement, je ne sais pas ce que vous filmez, moi. Je ne vois pas ce que... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Franchement... Donc ça veut dire que quand vous... Ça veut dire que... Alors, sachez-le quand même, parce que les expressions, elles représentent quand même une bonne partie, elles sont marquées ici. À partir de ce signe-là, c'est les expressions à le petit losange vertical. Et donc, globalement, on est quand même très surpris. Moi, je suis très surpris et du coup, quand je regarde les expressions que je ne connais pas en russe, je me dis, mais est-ce que c'est fiable tout ce qu'on me dit dans les dictionnaires, hein, et a fortiori, ben, malheureusement, on est obligé de dire non. Alors, comment vérifier? Comment vérifier que vous avez quelque chose? Donc, ben, vous allez sur Google. C'est aussi bête que ça, parce que c'est quand même un bon moteur de recherche, et surtout, vous mettez les guillemets. Si vous ne mettez pas les guillemets, vous le savez, vous obtenez des concaténations de recherche. Et donc en mettant les guillemets, vous avez déjà une petite explication, un petit dessin humoristique. Ils vous mettent avant et devant, vous voyez, ils mettent les deux. Allez trop vite en besogne, 42 000 résultats. 42 000 résultats. Et vous faites la même recherche après, avec devant les bœufs. Et vous en avez 14 500. Et là, ils vous conseillent toujours, des fois ces conseils ne sont pas bons, hein, mais bon, là, ils vous conseillent mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'il sait que c'est 3 fois plus fréquent que l'autre. Donc ça, c'est un moyen de voir quelle est la plus fréquente, parce que c'est quand même fiable, en sachant quand même qu'un rapport de 1 à 3, c'est un rapport tout à fait sur Internet, sur l'Internet Corpus Internet français, c'est quelque chose de relativement correct. J'avais fait des recherches pour le russe, de la même équivalence. J'avais recherché combien de fois on disait Docieliami et combien de fois on disait Docielmi. Eh bien, c'est un rapport de 1 à 3. L'Ochadiam et l'Ochadmi. Pour tout ça, c'est un rapport de 1 à 3. Ça veut dire que, par contre, quand vous essayez de mettre Matieliami ou Matielmi, ben, il y en a un, c'est 0 parce qu'il y en a un qui ne va pas. D'accord? Donc c'est un bon indicateur. Si, il y en a qui font des fautes en fait aussi, hein, donc il y a toujours un petit peu. Mais quand il y a un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 20, vous êtes sûr que c'est quand même la majorité qui a raison. Et voilà. Donc vous voyez, vous avez des fois des hésitations, des fluctuations comme là. Et 1 à 3, mais quand même, la charrue avant les bœufs est nettement plus fréquent. D'ailleurs, quand vous mettez ça, vous n'avez pas de petit dessin, vous avez fait un bon, c'est pas tout de même. Alors, vous qui êtes futur doctorant, vous connaissez certainement Google Scholar. Donc avec Google Scholar, vous obtiendrez des résultats
qui vous renverront à des études de ça. Donc vous avez les études phraséologiques, donc là c'est des articles, vous voyez, vous sondez sur les articles, où on vous explique, où l'expression est employée en contexte, mais souvent dans les articles scientifiques, donc qui font preuve d'une relative... disons que le corpus est moins important, mais vous avez 910 résultats, simplement, dans des articles qui sont généralement vérifiés avant d'être publiés, puisque c'est des revues scientifiques. Et quand vous cherchez devant les bœufs, eh bien, vous n'avez plus que 270 résultats, ce qui représente toujours le rapport de 1 à 3. 300, 900, on était à 14 000, 45 000, on a toujours ce rapport de 1 à 3, qui est un rapport qui découle de la fréquence totale. Alors le loup, lui aussi il est assez... Donc là j'ai pris le dictionnaire de... J'ai arrêté de me servir, sauf pour rire un petit peu du dictionnaire de Gramsci-China, parce que c'était... Et donc on va commenter le loup. Donc une fin de loup. Il a une fin de loup, silnig gomorot. Il n'y a pas d'expression en russe? Si, Golodny как волк. Golodny как волк. Et pourquoi c'est traduit comme ça, je ne comprends pas. C'est Gak qui a eu la flemme, là. Ouais, parce qu'il faut garder peut-être nom, adjectif, un truc comme ça, alors que... Oui, alors on verra les classifications. C'est important parce que le seul qui a fait un vrai effort de classification, c'est Birekov, justement, ça qu'il arrive après. Donc, effectivement, il voulait garder quelque chose de... Bon, mais bon. Se jeter dans la gueule du loup. Bon. Introduire le loup dans la bergerie. Oui. Il est connu comme le loup blanc. Oui. Marcher à pas de loup, je lui commande si en français c'est acceptable. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Arriver à pas de loup, marcher à pas de loup. Il vit comme un loup. J'ai vu Biroukon. 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 C'est un ours. Il vit comme un ours. J'ai vu c'est ça. Là, en France, c'est vivre comme un ours. C'est un ours. Mais c'est pas un loup. Parce que le loup, il vit en meute déjà, il n'est pas seul. Là, c'est... Faut pas. Donc là, il y a une... Bon. Il vit comme un loup, là, c'est pour... Bon, ils sont trompés d'animal. Bon, un vieux loup de mer, oui, ça, d'accord. Là, il marque sur une bombe. Bon, expression, et puis après, bon, un masque, bon, tout le reste. Bon, mon petit loup, moi, Zaïchik. Je sais pas si... Zaïchik, moi. Moi, je dirais pas mon petit loup, quand même. Si, aussi, mon petit loup, moi. Si une femme s'adresse à un homme, oui. Un petit enfant, oui. Ah, oui. Bon. Traduire le loup comme Zaïchik, oui. Bon, on change d'animal. Alors celui-là, il est plus... puisque le chien, il est quand même très... Dès qu'on arrive aux animaux domestiques, là, on a des choses un petit peu plus... Alors j'ai trouvé quand même des expressions... alors on va regarder simplement les expressions. Des expressions qui sont, à mon sens, assez contestables. Parce que je les ai pas... Enfin, je les ai trouvées, hein, ceci dit. Je les ai trouvées, mais... de manière un petit peu difficile. Alors, les expressions, donc, elles commencent... alors, attendez. Donc, une vie de chien, ça, il n'y a pas de problème. Le chien du jardinier, ça va qu'à la sienne. Je voulais dire, à ma grande honte, je ne connaissais pas l'expression ça va qu'à la sienne, parce que, effectivement, mais le chien du jardinier, je ne la connais pas non plus en français. Non, ça va qu'à la sienne, ça s'emploie. Oui, ça s'emploie, effectivement. Il y a même une pièce en ce moment qui... On dit aussi ça, il y a un peu On peut TV. Donc, effectivement, bon, celui qui empêche les gens de s'en servir s'il n'en a pas besoin, etc. Mais le chien du jardinier, globalement, c'est celui qui défend quelque chose, hein, le sabak anassien, dont il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il veille sur le foin alors qu'un chien ne mange pas de foin. Mais il empêche les autres de prendre le foin. Mais en russe, on dit aussi sam ni am. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous le dites souvent? Non. Alors, être comme chien et chat, ça, il n'y a pas de problème, mais l'expression qui m'a fait sourire, enfin, parce que je ne la connaissais pas, cela ne vaut pas les 4 fers d'un chien.
cela ne vaut pas les 4 fers d'un chien. Bon, faire pas les chiens, comme on sait. Les chevaux, oui, mais pas les chiens. Et donc, c'est traduit par bon, ça ne coûte rien. Alors, ça ne vaut pas un pet de lapin en français. Sans problème, ça ne vaut pas un pet de lapin. Ça, oui, le pet de lapin, oui, il n'y a pas de problème. Mais les 4 fers d'un chien, alors j'ai cherché pour voir comment elle existait. Alors ça existe, effectivement. Et puis une autre expression aussi, garder à quelqu'un le chien de sa chienne. Expression française qui est ici, hein, qui est dans l'art, qui m'a surpris aussi, on verra les deux quand même. Voilà, c'était en haut là. Garder à quelqu'un un chien de sa chienne, c'est assez bizarre ici, hein, garder à quelqu'un un chien de sa chienne. Donc, je ne connaissais pas l'expression en français, donc j'ai regardé si ça existait. Effectivement, ça existe, mais c'est très rare quand même, puisqu'on n'a plus que, sur tout l'Internet, 774 résultats. L'expression signifie tout bonnement se promettre une vengeance analogue au mal qu'on a subi de quelqu'un. Bon. Effectivement, c'est dans le dictionnaire de l'Académie aussi, c'est marqué, mais les académiciens ont tous un certain âge. En revanche, ce qu'on emploie en français très fréquemment, c'est garder une dent contre quelqu'un ou avoir une dent contre quelqu'un. Là, on l'emploie, il a une dent contre lui, il garde une dent contre lui, il est rancunier, il est malin, il va se venger, etc. Mais il garde son chien de sa chienne, alors là, franchement non. Là, je sais pas. Donc, et l'autre expression, donc cela ne vaut pas les 4 fers d'un chien. Donc, comparé avec ce qu'on avait, Maître Lacharue avant les deux, où on avait des dizaines de milliers, et là on a 700 dans tout l'Internet. Hein. Donc, pour vous dire que là, quand même, quand on est entre guillemets, ça veut dire qu'on a quelque chose de très très peu employé qu'il faut vraiment vérifier. Alors, en revanche, quand vous avez, ça ne vaut pas un pet de lapin, le pet de lapin, lui, il fait 11 000 par rapport au chien qui fait 700. Quand vous avez un rapport comme ça de 700 à 11 000, vous pouvez dire qu'il y en a une, hein, avec la même signification, de ne pas valoir un pet de lapin, un dictionnaire des expressions françaises, qui se rencontre, ceci dit, ne pas valoir un pet de lapin, c'est rigolo de le classer avec un infinitif, parce que globalement, ça ne vaut pas un pet de lapin. Ça ne valait pas un pet de lapin à la rigueur, ça ne vaudra pas un pet de lapin déjà, ça m'étonnerait, et 2 pets de lapin non plus, où on peut absolument rien changer. Hein. Ça ne vaut pas. À la rigueur, on peut être un imparfait, mais c'est tout ce qu'on peut faire comme transformation. Alors du coup, j'ai regardé ce que nous proposaient nos amis dictionnaires dans le lapin et le pet. Donc, cette expression, elle n'était pas. Alors que c'est l'expression la plus fréquente en français. On peut dire aussi, non, on peut dire ça ne vaut pas. Quand c'est très cher, on peut dire ça vaut la peau des. Voilà. Mais ça coûte les yeux de la tête. Voilà. La peau des. Oui, la peau des yeux. Et donc, mais là, ça ne vaut pas un pet de lapin, donc là, vous voyez, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme expression avec lapin? Poser un lapin. Ça, oui, d'accord, là c'est très employé, effectivement, ne pas se rendre à un rendez-vous, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a ici? On en a un petit peu plus d'expressions. Ce qui est bizarre, c'est que les expressions, elles sont mises à côté les unes des autres, sans signe, sans le signe d'expression, avec un civet de lapin qui est mis à côté, c'est un chaud lapin. Franchement, c'est pas du même registre. C'est vraiment pas du même registre. Et il n'y a aucune indication, même dans le gars de triomphe, comme quoi on change de registre de langue. C'est assez bizarre. C'est comme si c'était normal. Il court comme un lapin. Bon, d'accord. Il m'a posé un lapin. Et bon, c'est assez bizarre d'abord parce qu'il y a quand même un niveau de langue très différent en français. On pourrait dire c'est un coureur, c'est tout ce qu'on. Bon, ce serait plus soutenu déjà, mais on ne peut pas dire ça comme ça de n'importe qui et se devant n'importe quel public. Donc là, il n'y a aucune indication de langue, c'est vraiment très surprenant de la part d'un dictionnaire reconnu. C'est pour ça que malheureusement, ces dictionnaires, je ne sais pas si c'est la lourdeur du dictionnaire papier qui fait, parce que c'est long à mettre, c'est long à imprimer, la langue peut changer entre temps, parce qu'il y a des expressions à la mode qui disparaissent, des contrôles à inclure.
On voit que le Larousse et le petit Robert sont réactualisés tous les ans. Mais là, dans un dictionnaire de langue qui a un petit marché, on ne peut pas avoir 15 000 langues, c'est très gênant d'avoir ça. Alors, c'est pas que je sois contre le papier, c'est utile, j'en ai toujours, j'ai fait mes études avec. Mais... Et alors, si on prend P, alors là, on la trouve. D'où l'importance de là où ça va être classé. Vous voyez, on ne l'a pas dans lapin, mais le symbole pas un P de lapin, on l'a ici. Alors que là, dans le dictionnaire de Ganchina, on ne l'a pas. Elle ignore complètement cette expression. Elle préfère garder un chien de sa chienne, qui est beaucoup moins suscité donc, que ça. Donc là, il le met effectivement. Elle te gracha l'homme en avant d'historique, donc il n'y a pas de. En revanche, une expression qui est de l'argot, il va y avoir du lapin. Voilà, mais je suis très sceptique. Parce que Natchnur, ça va à la bouche. Si vous mettez ça, il va y avoir du lapin. Ben oui, non, il y aura du bœuf. Moi je réponds ça, ah, il va y avoir du lapin. Pourquoi t'as fait du lapin? C'est à peu près ce que je comprends. Je ne comprends pas du tout ce sens de. Je ne comprends pas. Voilà. Fais le lapin. Stoi na chou, qui est Mais là, je ne vois pas quel est ce. Ah non, pardon, fais le P. Ah non, excusez-moi, c'est pas le lapin. Il va y avoir du P. Excusez-moi, j'étais dans le lapin. Il va y avoir du P. Je ne comprends pas non plus. C'est pareil. Hein. Fais le P, c'était les deux, je ne comprends pas. Hein, c'est parce que là, en français, on ne dit absolument pas ça. Enfin, personne, je connais personne qui dit ça. Alors, un autre moyen, effectivement, de voir, c'est donc un dictionnaire. Donc, j'ai pas eu accès à la version en ligne. Il n'y a pas de fin. La version papier, je veux dire en PDF, il n'était pas accessible en ligne, même en extrait. Beliakov, c'est un collègue de l'Université de Toulouse qui a fait donc un dictionnaire de 1550 entrées avec 3300 expressions. Et il faut regarder donc son ordre de classement. Donc il a fait un début de livre assez intéressant dans lequel il parle du classement. Et donc le classement, c'est substantif, adjectif, adverbe, numéral, verbe, pronom. C'est important ce classement puisque la plupart des dictionnaires d'expression, on ne sait pas où chercher. Vous voyez par exemple, là le P de lapin, on ne sait pas si on cherchait à ça vaut, à valoir, à lapin, on ne sait pas où chercher ça. Et ça, c'est un ordre relativement qui dépend donc directement des syntaxes qu'on a vues, puisque c'est un ordre logique avec un noyau qui est le nom. Si le nom n'existe pas, on passe à l'adjectif. Si l'adjectif n'existe pas, on passe à l'adverbe, on passe au verbe, au numéral, au verbe et au pronom à la fin. Ce qui permet donc d'avoir un classement. Si vous voulez par exemple, ça vaut le coup, ben, ce sera classé à coup. Avec ça, parce que c'est le substantif. Il y a un substantif, donc il apparaîtra dans la liste. On n'aura pas à vaut, à valoir, on n'aura pas à ça, d'accord, on l'aura à coup. Et donc ça vous permet, et c'est un classement, j'ai pu vérifier dans beaucoup de dictionnaires, y compris les dictionnaires russes, qui est un classement, du moins pour les langues indo-européennes, très pertinent. Ça évite ce qu'on trouve quelquefois dans des pas très bons dictionnaires, désolé, bon, il y en a qui sont bons qui font ça aussi, d'avoir un lexique à la fin, par ordre alphabétique de tout ça, avec un numéro, et aller chercher à telle page, etc. Le fait de savoir que ça, c'est un ordre vraiment pertinent, très logique, scientifique et linguistique, ça vous permet de trouver beaucoup plus de choses. Et donc, Piesa Poddu trouve, c'est classé à 12 cas, Dio Sheva Diel, ça c'est classé à Dio Sheva, parce que c'est un adverbe, et donc vous avez cet ordre qui est assez immuable. En revanche, j'ai eu accès, dans ce dictionnaire, à la critique, à l'Etsenzia, la recension d'un de mes collègues de la Sorbonne, qui a critiqué donc le livre d'un de ses collègues, parce qu'en France, c'était très gentil, très gentil. Mais n'empêche qu'il lui a reproché lui aussi des traductions. Il lui a reproché des traductions qui figuraient dans son dictionnaire. Globalement, alors je ne sais pas l'original parce que je n'ai pas eu accès, mais il dit Igrat Bielulki, il a mis s'amuser à la moutarde, enfiler des perles.
Monsieur Viellard, il s'agit de lui, était très sceptique quant à la véracité de ces traductions, parce que s'amuser à la moutarde, moi je ne sais pas ce que c'est. Sincèrement. Je n'ai jamais joué à ça. Enfiler des perles, non plus. Bon, si, on a vu, bon, mais c'est enfiler des perles, hein, je veux dire, voilà, c'est pas... Ensuite, Côte Naplaca. Bon, que dalle des nefles. Oui, à la rigueur. Mais bon, c'est... Là, c'est rien du tout, quand même. Poussat Nocti. Alors là, c'est du détail. Il a mis en traduction se mordre les doigts. C'est vrai qu'en français, on dit sans mordre les doigts plutôt que se mordre les doigts. Parce que se mordre les doigts, c'est je mords les doigts. Mais je m'en mords les doigts, c'est autre chose. Les Carniviens, ça tire plein comme une bourrique. Alors, là, il était très sceptique. Et bon, visiblement, l'auteur, parce qu'il a quand même fait du travail, il a mélangé le com, barrique et bourrique. Le critique propose les deux traductions, être sous comme une bourrique ou être plein comme une barrique, effectivement, mais le mélange plein comme une bourrique est assez curieux en français. Voilà, et c'est donc, vous voyez, c'est même dans un dictionnaire, ce dictionnaire est très récent, hein, il vient d'être publié, bon, il y aura une édition numéro 2 avec des corrections, etc., etc. Mais on voit toute la difficulté de traduire. Ça se trouve, il a trouvé ça dans un corpus de langue ancienne, qui n'est plus employé. Et donc, c'est pas toujours évident de trouver... Alors maintenant, La Palme, j'ai trouvé un dictionnaire à la Bibliothèque de langues étrangères, où j'ai l'honneur de travailler, qui possède des ressources linguistiques très importantes. J'ai trouvé un dictionnaire qui a été fait à Briansk, par vos collègues. Hein, et donc... voilà, j'ai trouvé des choses assez curieuses. Donc c'est un dictionnaire, c'est Brianski Gasudarственный университет, avec 3 auteurs, et ils ont fait un dictionnaire, donc словарь синонимов фразеологических оборотов русского и французского языков. Фразеологических оборотов, pardon, русского и французского языков. Alors, il y a des choses qui sont bien, et surtout je n'ai pas compris, pourtant j'ai regardé longuement ce dictionnaire, je n'ai pas compris la logique. C'est pour ça, méfiez-vous de quelques-uns de ces travaux que l'on trouve, etc. Vous dites, j'étais content de trouver ça, parce que je me dis, il y aura peut-être des choses bien. Et là, je me suis aperçu. Donc, il y a des... j'ai pas compris pourquoi il y avait des cadres. Il y a des traductions qui ne sont pas toutes les traductions de ce qui est en face. J'ai pas compris, c'était pas toujours le même thème non plus. Bref, donc affronter le danger ou les périls, oui. Aller à la croix avant le temps, populaire. Je ne connais pas cette expression, aller à la croix avant le temps. Alors si c'est la traduction d'Abavliat, Fkrov, Adrénaline, oui, elles sont sur le même plan, si vous voulez. Hein, on sait sur le même plan. Il ne doit pas avoir de correspondance entre les deux colonnes. Alors pourquoi se mettre au centre de colonne? Ce sont des synonymes, si j'ai bien compris. Ben, je sais pas. C'est peut-être Brassailles Obstinetti. Oui, ça d'accord. Bon, aller à la croix avant le temps, oui, on comprend, c'est mourir avant son heure et son échéance, mais c'est bon, c'est une question de figée si on veut. Il y a des listes des synonymes qui ne correspondent pas. La correspondance doit être plus compliquée. Ah oui, c'est tout lié au danger. Non, c'est d'accord. Oui, mais là, c'est tout lié au danger, ça? D'abord, l'adrénaline? Oui. Bon, d'accord, admettons, je veux bien. Donc, il tentait le sort, effectivement. Donc, vous avez tout un tas de marcher sur des lames de rasoir, bon, aller jusqu'au bout du précipice, marcher sur le précipice. Alors, après, il y a des choses qui sont des raccourcis, marcher sur le précipice, non, marcher au bord du précipice, oui, au bord du gouffre, être au bord du gouffre, mais marcher sur le précipice, là, ça fait donc, rouler sur la pente de l'abîme, se dissimuler les périls de quelque chose, s'embarquer sans biscuit. Bon, oui, c'était drôle, oui, ouais, effectivement, on comprend. Donc j'ai l'impression que ils ont fait des choses comme ça, mais sans vraiment faire un travail de réflexion sur le fait que ce soit une expression figée ou pas. Il y a des choses qui sont encore un peu plus étonnantes. Voilà. Donc effectivement, sur ébrécher sa réputation, en français quand même,
salir, tenir son blason, salir sa réputation, non salir sa réputation, mais salir, c'est assez bizarre, se faire éteindre, ternir sa réputation, oui. Donc effectivement, vous avez donc, là vous pouvez lire hein, certainement ce qu'il y a, donc c'est un petit peu, bon, je suis un peu curieux de savoir, j'aurais bien voulu savoir comment ils l'ont fait, il n'y a pas d'explication, hein, il n'y a rien, donc globalement ce dictionnaire, je crois qu'on pourrait le... ici d'autres, il est fait d'hier. Ils ont peut-être trouvé ça dans des corpus, mais c'est pas. Donc il est né d'hier, manqué de cran, manqué d'envergure, manqué de souffle. Oui, on sent bien que c'est le manque d'expérience tout ça, dans la thématique. D'accord. Et après, donc, mais globalement, après ne pas être du gibier pour son nez, ne pas avoir le bras assez long, ça d'accord. Il y a tout un tas d'expressions qui, franchement, à mon avis, ne sont pas des expressions figées ou, voilà. Par exemple, ici, on a voler au ras des pâquerettes, ça oui, il n'y avait pas de problème. Ne pas manger assez de soupe, oui, dans le sens, tu n'as pas assez d'expérience. Mais ce sont des expressions vraiment limites. Donc si vous avez, alors ça c'est vraiment visiblement des travaux de maîtrise d'étudiants, un travail d'étudiant, mais essayez de ne pas le publier s'il est dans cet état-là, parce qu'il manque vraiment de vérification. Par exemple, là, donner une poignée de main à quelqu'un, bon, en serrer 5 à quelqu'un, c'est bizarre. Serrer la cuillère à quelqu'un, serrer les 5 sardines à quelqu'un, serrer la louche, oui, serrer la louche, serrer la pince, ça d'accord, comme la chanson. Donc là on peut, mais autrement, serrer les phalanges, globalement c'est assez bizarre. Si vous voulez, c'est bon, c'est quelque chose, et puis du coup, je ne vois pas pour la Adobe Pali, tipo Pajat Piat, peut-être que Pali, c'est Pajat Piat, un Pajat Piat. C'est du populaire. Non, là, Dapiat, il y est ici, hein, Dapiat, d'accord? C'est bon. Mais c'est la même chose qu'un Adobe Pali, tipo? Non, pas du tout. Parce que là, vous voyez, là, on se demande d'où ça... C'est plus le même registre. Juste le geste, high five. Ah oui, d'accord, ah oui, mais bon, d'accord. Enfin, bon, vous voyez, c'est un peu... Les sardines. Ah oui, oui, non, jamais. Serrer les 5 sardines, non, non, bien. Non, je veux bien que ce soit serré comme les sardines, mais... Voilà. Donc, je voulais vous dire, quand même, méfiez-vous de tout ce que vous pouvez trouver, parce qu'on a des choses qui sont quelquefois très, très, très contestables. Alors, ce dont vous pouvez vous servir, en revanche, pour les proverbes, c'est tout simplement les 3 pages du Larousse, où au milieu il y a 150 à 200 proverbes français, avec une explication très sommaire mais très claire. Donc, à père avare, enfant prodigue, à femme avare, galant escroc, l'appétit vient en mangeant, après la pluie, le beau temps. Vous avez tous les proverbes les plus connus, ceux-là, ils sont vérifiés, ils sont réactualisés, tous les... Et là, je n'ai aucune surprise en lisant les 200 proverbes qu'il y avait là. Et donc, là, il n'y a aucun problème. Et globalement, je vais vous dire, pour la langue française niveau C1, même ça suffit largement, si vous voulez. Que toutes ces expressions qu'on a vues jusqu'à présent, à part le tiro par les corps, mais elle est là, donc il n'y a pas de problème. Bon, un vieille mule frein doré, oui, mais on comprend ce que ça veut dire, mais c'est vrai que c'est pas du plus fréquent. Quand on a un vieux cheval, on le fait beau pour pouvoir le vendre, oui, ok, mais on peut dire ça d'une... Alors, j'ai essayé, je voulais essayer de faire un moment... Essayez de vous faire une différence entre les proverbes, les maximes, les adages et les citations, effectivement tout ce qui fait que le russe est beaucoup plus riche, peut-être parce qu'il arrive à assimiler des phénomènes de langue beaucoup plus rapidement. Quand on voit le nombre de proverbes, tout à l'heure je disais Pitna Damiench, ou bien quand on a toutes les citations du Baron bon, tout ça, effectivement, ou tout ce que les écrivains ont donné, il y a des Khachouchi, c'est-à-dire Khachoucheni, ça fait tout un tas de choses comme ça. C'est vrai qu'en France, à part les Fables de La Fontaine, qui sont devenues, mais qui datent quand même du XVIIe siècle, on a beaucoup moins de...
les auteurs, je ne sais pas pourquoi, mais les auteurs, peut-être parce que le français est moins poétique ou plus abstrait, ou je ne sais pas, mais on a moins la possibilité de, ou alors il n'y a pas d'auteur de génie à ce niveau-là, peut-être, de faire passer des phrases comme ça dans la langue. À part si, alors que, bon, il y a un réalisateur de cinéma, Châtillez, avec Tanguy. Alors maintenant, un Tanguy, mais c'est un mot, vous voyez, un Tanguy, tout le monde sait ce que c'est. Aussi bien la jeune génération que la vieille génération, parce que la jeune, elle est peut-être Tanguy elle-même, les vieux, ils ont peut-être un Tanguy chez eux, globalement, mais tout le monde sait ce que c'est qu'un Tanguy, tout le monde sait ce que c'est que la vie est un long fleuve tranquille, mais c'était, voilà, bon, il y a des noms comme ça, mais c'est pas des répliques de films, c'est pas des, bon, c'est très, très, très rare. Voilà. Donc, beaucoup plus rare en russe. Alors, je voulais faire une différence entre proverbes, donc, pour énoncer, exprimant un conseil populaire, vous voyez, une vérité de bon sens, une maxime, donc la vie ne fait pas le moine, une maxime, la formule qui résume un principe de morale, une règle de conduite ou un jugement d'ordre général. Bon, ça, en France, on est très fort avec les maximes de la Rochefoucauld, on donne des leçons à tout le monde, là, on n'a aucun problème là-dessus. Et des adages, énonciation brève et frappante d'une règle de conduite empruntée au droit coutumier écrit, nul n'est censé ignorer la loi, comme on le sait. Voilà. Alors il y a aussi les citations, on a des dictionnaires de citations, mais elles ne sont pas devenues des proverbes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les adapter, on est obligé de mettre l'auteur, comme l'a dit tel, et bien ceci, et voilà, on a une citation, effectivement, qui fait valeur de maxime, qui peut avoir ce rôle-là, qui peut avoir les trois rôles, mais on cite l'auteur, et surtout on peut pas on a du mal à la paraphraser, parce que c'est une phrase, c'est réel à quelque chose, alors qu'un proverbe, là, on pourra éventuellement, même avec des contraintes très difficiles, on pourra quand même l'adapter. Alors, je vous propose maintenant quelques proverbes français qui ont plusieurs sens. Alors, c'est un dictionnaire que j'ai trouvé, qui est, il est gratuit sur Internet, vous pouvez le trouver. Donc, sur les proverbes français, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Avec deux sens que donne l'auteur, deux significations. Les choses ne se cassent pas forcément d'un seul coup, mais petit à petit. À mon avis, ces exemples sont des exemples fabriqués par l'auteur. Ils ne sont pas toujours, on se demande ce que le proverbe vient faire. Théo, cesse de tirer sur ton pull, mais ça ne l'abîme pas. Peut-être pas tout de suite, mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Je n'ai jamais un dialogue comme ça avec aucun enfant. Mais bon, voilà, ce qui m'ennuie de cet ouvrage, c'est qu'à part que les sens sont globalement bien vus, les exemples sont à rire parce que c'est du fabriqué, du faux fabriqué, quoi. Un mauvais scénario. Par contre, à force de répéter des actions peu mesurées, il arrive forcément un moment où on est découvert et que cela ne fonctionne plus. Oui, il aurait dû être plus prudent, on va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Bon. Bref. Les chiens aboient, la caravane passe. Faute de grive, on mange des merdes. Alors tout ça, effectivement, c'est tiré tout simplement, il y a 150 proverbes, elle a lu les 2 pages de Larousse, elle en a pris les 2 tiers, et elle a fait un ouvrage qui est gratuit sur Internet, donc c'est très bien. Donc vous avez ces références, hein, vous les aurez de toute manière, je vous laisse le PowerPoint. Donc faute de grive, on mange des merdes. Tout le monde les connaît, ça, hein, parce qu'en russe, c'est pareil, hein, faute de grive, on mange des merdes, donc... Alors, j'ai trouvé un dictionnaire de proverbes russes, qui est intéressant aussi, mais vous devez le connaître, alors qui est classé effectivement par ordre alphabétique. Voilà, j'ai pris un exemple, vous voyez, veulent, par la préposition, etc. Mais qui a ensuite un classement, vous voyez, il y a des numéros, et les numéros donc renvoient. Attendez, je suis à quel diapo là, pour que je vois un petit peu. Voilà. Et les numéros renvoient à des... voilà. Kaksgusia Vada. Donc ici vous avez donc Vada. Alors vous voyez, il est classé exactement de la même façon que le Méliakov. Pour ça, il est très bien, puisque Kaksgusia Vada, vous voyez le mot, c'est classé à Vada, au substantif, le plus porteur, c'est-à-dire c'est l'eau, d'accord, hein, l'eau qui... Hein, ça glisse, hein, ça ne m'atteint pas. Plus porteur ici, c'est gousse, pardon, c'est pas Vada. C'est gousse pour vous? Absolument. Parce que l'eau, ça peut être agressif, etc.
C'est le substantif qui n'est pas décliné, qui a sa valeur, qui est le noyau de la phrase. Hein. Bah, das Bussia, non? Vous l'aurez classé à Bussia? Non, mais moi je l'aurais classé à Ramada, pour moi ça me. Donc vous connaissez tous l'expression, et donc il y a des citations, il y a les taxes Radit, Lex Bussia Vada. Donc une autre expression, Padoucham, d'accord, qui est classée à Doucham, Padoucham. Qui donc est difficile, alors effectivement pas doucher. En fait, je voulais traduire en français, pas doucham. Bon, c'est bien que l'âme russe c'est intraduisible, surtout pour les Français, c'est un terme russe, mais on pourrait traduire par éventuellement à cœur ouvert, ça. C'est-à-dire que pas doucham, mais pas doucher, déjà plus difficile, parce que Cavalier pas doucher, c'est pas à cœur ouvert. L'atomique pas douché, oui, il ne pas douché, ça lui plaît, c'est selon à son goût éventuellement, on pourrait traduire comme ça, mais c'est la seule chose. Et du coup, à mon goût, c'est pas à mon goût, à ton goût, etc. C'est pas une expression figée vraiment, parce que ça correspond tout à fait. Alors ici, j'ai trouvé un Balchis là-bas, à Ruski Pagavor, et je reviens à ce qu'on avait vu dans le Biliakov, donc Pisal Pod d'Outrou. Hein, qui est donc Rasgavon Niadabrit. Donc ce qui veut dire danser sous la flûte de quelqu'un, on ne peut pas traduire comme ça en français, être sous les ordres de quelqu'un. Donc ils ont dit Biesplikaslovna, c'est ça? Biesplikaslovna, Pechinia, Savosio, Kamouliva, Pastouba, Saglas, Nichin, Nikolai, et voilà. Ce qui est bien là, c'est marqué par exemple ceci, Briansky, Novgorodski, Priamourski, Pskovski, oui, il y a toutes les régions avec toutes les variantes. Et l'intérêt de ce dictionnaire, donc, c'est qu'il est vraiment, là, il reprend le classement de Beliakov, c'est-à-dire que Beliakov l'a pas inventé, parce qu'il est d'avant celui-là. Donc, mais vraiment, ceci dit, Vladimir, je le salue s'il me voit, donc Doudka, c'est classé sur le nom, et ensuite vous avez donc exactement l'adjectif plus nom, ensuite vous avez préposition adjective, vous avez verbe, il est vraiment très bien classé, d'un point de vue linguistique, on ne peut rien lui reprocher. Et visiblement, ça c'est un très bon dictionnaire. Bon, c'est sûr que vous ne prenez pas le russe, mais si vous avez besoin de travailler sur l'élocution, ben, si vous prenez celui-là comme base, vous n'aurez pas de surprise après pour trouver les équivalents français, parce qu'il est vraiment très bien classé, et vraiment à l'intérieur, ils ont fait un bel effort. Chapeau les auteurs. Mais il n'est pas online. Si, celui-là il est online, je vais vous donner toutes les clés après, ne vous inquiétez pas. Oui, on a encore du temps. Alors, donc ici, donc un dictionnaire des expressions ailées, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Donc ces expressions ailées sont c'est le dictionnaire de Pietrova, hein, Pakaktia Muznayuteva. Vous voyez, donc celui-là il est classé, j'aime pas son classement, parce qu'il est classé par ordre alphabétique, tout bête, mais l'intérêt c'est qu'il y a des citations d'auteurs quand les auteurs ou des citations d'origine. Donc effectivement, là il y a Pouchkine qui est cité, donc à chaque fois vous avez donc, une petite histoire, donc la Bible, etc. Et donc effectivement, eh bien, ce dictionnaire est bien, mais bon, il a un classement qui n'est pas vraiment linguistique. Un autre dictionnaire, alors tout ce que je vous présente là, dont j'ai les extraits, vous pourrez les télécharger. C'est une tentative, donc Sergei Kravtsov, que je ne connais pas, qui a fait un dictionnaire russe-français, donc qui peut vous intéresser, vous, si vous cherchez des traductions françaises, et qui a fait un classement pour le moins bizarre. Parce que ce n'est pas un classement linguistique, c'est pas un classement sémantique, il veut que ce soit un classement logique. Bon, vous allez voir. Et alors il a classé première chose, les locutions au sens et à la structure complètement identiques. Les locutions dont le sens est identique et dont la structure est presque équivalente. Bon. Les locutions dont la structure est complètement équivalente mais dont le sens est différent. Les locutions dont le sens est identique et dont la structure diffère par un ou plusieurs éléments, et la locution dont le sens est identique et dont la structure est complètement différente. Alors
qu'est-ce qu'il veut dire? Ça m'a intrigué. Quand j'ai vu le sommaire, je me suis dit, oh là, ça, il faut aller voir de plus près. Alors j'ai regardé de plus près. Et donc, on a ça. On a absolutely null. Zéro absolu. Eh bien, c'est une expression, si on revient au début, c'est le début, hein, vous voyez, c'est le début, c'est une locution au sens et à la structure complètement identiques. Qu'est-ce qu'on a? On a un adjectif, on a un nom, on a un adjectif, on a un nom, ça a le même sens. Avdiev Kanyush, ni les écuries d'Ogias, ça veut dire la même chose, et c'est la même structure, un adjectif d'appartenance, qui se traduit par un génitif en français, mais c'est normal. Donc, Ot A, Z, Yijitsi, de A jusqu'à Z. Bon, ok, Yijitsa, c'est des anciens alphabets, donc pas de problème. Donc, vous voyez, donc, alpha et omega, etc., Angel, et donc, c'est des structures, voilà, c'est ce qu'il appelle donc des. Après, ça va être plus rigolo. Donc, ici, c'est des structures, alors si on revient à sa classification au début, hein, donc c'est dans le sens est identique et la structure presque équivalente. Presque, tout est dans le presque. Donc être sur des charbons ardents, en russe c'est brit ou sidiet, mais ça c'est normal parce que le russe visualise, hein, si vous vous rappelez les cours avec Madame Sokologorski, quand elle disait qu'on dit il est là, c'est on sidit ou il staït, il légit, mais on ne peut pas dire on peut dire on sidit. Effectivement. Ceci dit, si vous, vous entrez dans une pièce, un homme était là, si bien, chien, mais bon. Donc, on ne dit pas sûr, on ne dit pas na galiachi, mais kak na galiachi ouvert. Parce qu'en russe, être sur les charbons d'or, si vous dites stayat, sidiet, na galiachi, on voit le concret. On dit kak, ben, c'est tout, ce qui fait que c'est presque équivalent. Par exemple, eh bien, Nievierit, soyez moucham, ne pas en croire ses oreilles. On rajoute le en français. D'accord? Donc là, on a rajouté quelque chose en russe, là, on a rajouté quelque chose en français. Pour lui, ça suffit à faire une distinction. Je dis, ces traductions sont fiables, hein, ceci dit, j'ai vérifié, ces traductions sont bien. Il n'y a pas de. Bon, quelquefois, c'est des. Bon. Mais ne tenir qu'à un fil, effectivement, il a bien vérifié. Et donc, du coup, il a bien vérifié parce que pour faire sa classification, il est obligé de bien vérifier. Si on dit vraiment comme ça. Mais c'était assez curieux d'avoir ce type de classement. Alors là, c'est des structures équivalentes et le sens complètement différent. C'est vrai que bien la noche et bien la nuit blanche, ça n'a rien. Enfin, bon, mais si on parle des nuits blanches de Saint-Pétersbourg, mais ok, il faut de Saint-Pétersbourg. Sans ça, j'ai passé des nuits blanches à Saint-Pétersbourg, on comprendra qu'il n'a pas dormi à Saint-Pétersbourg. C'est tout ce qu'un Français pourra comprendre. Hein, parce que s'il a passé les nuits blanches de Saint-Pétersbourg, là, on comprendra. Donc, bien les eaux, le coton, l'or blanc, la neige des sports d'hiver, effectivement. Donc, vous voyez, donc, voilà. Brassat vlitso et jeter quelque chose à la face de quelqu'un. Ouais. Donc, on a aussi brassat, non, brassat, ça veut dire ça, oui. Pas vlitso. Donc, jeter à la face de quelqu'un, manifester son mépris. Ceci dit, là, c'est très proche, quand même comme sens. Donc, Buddha, être dans le coup. Oui, là, ça n'a rien à voir, effectivement, comme sens. Donc, il a, hein, finalement, c'est pas mal son classement. C'est très surprenant, mais. Alors, ici, donc, on a des expressions que je me rappelle, donc c'est la suite, c'est le cas, dont le sens est identique, dont la structure diffère par un ou plusieurs éléments. Donc, Kakashin Pragatio, avoir avalé sa canne, son parapluie, Babiskaski, compte bleu, bon, compte de dormir debout, oui, ça, d'accord. C'est dit bien l'adnia en plein jour. Donc, vous voyez, pour lui, donc ici, hein, le plein jour, bien l'adnia, donc c'est deux choses différentes. Bon, je vous laisse lire les autres, mais vous voyez que finalement, c'est un classement très surprenant, mais qui pour un étudiant peut permettre de faire des choses, surtout qu'il est bien fait. Et enfin, donc, des structures qui sont complètement différentes, mais qui ont le même sens. Voilà. C'est pas de galachik, passer quelqu'un à tabac, donc, au bruit de coups, etc.
effectivement, là, on n'a aucun élément commun, que ce soit si on décompose, ce qui prouve bien que c'est une expression figée. Parce que Galeacci, ça a deux sens, etc. Et les deux ensemble eh bien, font quelque chose qui, alors que les passé et tabac, c'est pareil, hein, ça a deux sens complètement différents, et quand vous mettez les deux mots ensemble, ben, il se trouve que là, il a repéré, il a fait un gros boulot, hein, ce Klarsdorff, il a fait un gros travail justement de remettre tout ce qui était du même sens, et en voyant qu'effectivement ça part. Donc s'il y en a un à utiliser, c'est celui-là plutôt que celui de Briansk. Vous avez tous compris, c'est pas... Alors, ce que j'ai été voir par la suite, c'était comment nos traducteurs miracles, dont tout le monde se sert, même s'il ne le dit pas, moi aussi je m'en sers des fois, pour traduire des choses, parce que Google Translate est très bon pour traduire les contrats administratifs. Vous lui mettez un contrat, etc., il n'y a pas de problème. Vous avez des tournures juridiques, etc., après il faut vérifier mais on ne fait que de la vérification, bon, il faut en faire, parce que c'est pas... Mais globalement, ça vous évite de taper tout simplement. Hein. C'est comme si vous avez une secrétaire qui vous dictait, et très vite. Donc j'ai testé tous ces traducteurs. Les deux derniers ne sont pas les traducteurs, mais on verra... Donc, et j'ai repris toutes nos expressions qu'on avait vues, parce que c'était drôle. Et donc, ça ne vaut pas un pet de lapin, et story krolika. Bravo Google. Bravo Google. Ensuite, Yandex. Alors Yandex et Google, hein, ils ont beau être concurrents, c'est le même combat. À mon avis, ils ont le même moteur. Hein. C'est pareil, et story krolika. J'ai rien trafiqué. Hein. En revanche, le suivant, il se distingue. Il a bien vu quand même qu'il y avait un peu de lapin, donc, et ça c'est Bing Translator, c'est le traducteur de Microsoft. Celui-là c'est plus drôle quand même, parce qu'il ne veut pas manquer des mots, donc là, quitte à ce que ça ne veuille rien dire, autant que ça ne veuille rien dire et que ça fasse rire au moins. Parce que... Multitran est bien. Multitran est bien. Et pourquoi il est bien? Tout simplement parce que il a... Alors là, il met Slava, et il met ça ne vaut pas un P de lapin, Nichevo-Distoïd, et Barafo. Bon, on peut Barafo, pourquoi pas, à la limite, c'est pas la traduction de Lucianin, mais c'est quoi en fait? C'est une explication, une glose qui est bonne. Et pourquoi il fonctionne comme ça, Multitran? Ben, j'ai enlevé la publicité, parce qu'il y a la publicité là, c'est partout, c'est l'horreur, il est sponsorisé. Mais l'avantage, vous знаете перевод этого выражения? Пожалуйста, общите нам. Ben oui, c'est tellement simple, il fait appel à tous ceux qui ont un savoir linguistique qui enrichissent la base de données. Et donc ça c'est un très bon moyen, c'est ce que font les corpus en ligne. On enrichit les corpus et plus on a un corpus riche, et bien plus on trouve ce dont on a besoin. Et donc d'abord, voilà, et puis vous vous inscrivez et vous enrichissez, vous êtes contributeur de votre... Je vous signale, c'est ce que fait Google et ce que fait, vous savez, quand vous avez des captcha, sachez-le, quand on vous demande, il y a des robots, hein, je ne suis pas un robot, etc., eh bien, ils prennent exprès des fois des écritures, etc., et ils enregistrent tout ce que vous tapez. Et si c'est pas bon, ils étudient toutes les formules, parce qu'on s'est trompé, on n'a pas vu si c'était un ZE ou un 3, par exemple, des choses comme ça, un L ou un I en français, enfin, tout un tas de choses, et bien ils enregistrent, et puis ils améliorent comme ça, grâce à vous. Ils améliorent les capacités de reconnaissance d'image, de tout, ce qui fait que bientôt on écrira manuscrit et on pourra transcrire. J'ai pris le corpus parallèle du Rebus Corpora, donc National du Corpus Postgraduatica, et donc ça ne vaut pas un P de lapin, donc vous le mettez ici, effectivement, dans la notion, et il vous décompose en... Donc il faut tous les mots qui sont liés avec une distance de 1, d'accord, et il vous trouve effectivement une œuvre, donc de Svetlana Alexievitch, d'accord, vous voyez, mais c'est comme crème. Ça ne vaut pas un P de lapin, qui a été traduit par, donc la vie humaine, une vie humaine, ça ne vaut pas un P de lapin, Tchelavechka Juisme, Pionut et Restrelit. Alors après, attention,
Ceci vous indique, comme c'est Svetlana Alexievitch, c'est du russe. C'est le traducteur français de Alexievitch qui a traduit par ça. Il aurait pu traduire différemment, donc il a trouvé cette expression. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on aura ça, il faudra traduire par Pliou-Nutirestelit. Nous sommes bien d'accord, hein? Mais c'est un exemple de traduction, donc c'est le seul qui soit dans le corpus, c'est pour ça qu'il faut l'enrichir. J'essaie d'y contribuer, mais c'est long, on y travaille, mais c'est un petit peu long. Et c'est quand même quelque chose d'un outil qui, à la longue, quand il sera bien enrichi, en anglais, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dessus, donc pour le français, c'est un petit peu moins, mais c'est courant. Et celui qui est très bien, que vous devez connaître, c'est Reverso. Reverso Contexte, qui lui va vous donner beaucoup plus d'exemples, y compris parce qu'il puise, donc il regarde Wikipédia, il est vraiment très très, pour une traduction c'est lui le mieux. Voilà, donc il vous met ça déjà, il vous met ça, il vous décompose et il met, donc on voit bien que Eltoniesto et Krolika, à la limite Google Translate, il aurait pu mettre Eltoniesto et Krolici, pourquoi pas, hein, tant qu'on y est, hein, c'était aussi bien. Donc, et là, donc vous avez, etc., Niesto et Tipicitsentov, bon, Niebo, Niesto et Tigo, là, on a carrément, là, la traduction. Et donc, globalement, on a, bon, après, on a des choses qui sont différentes, hein, Film ou Cagnès, parce que là, c'était effectivement un titre, pas surveillé au cinéma, etc. Mais sur Reverso Contexte, même si on a des fois des choses qui ne sont pas partout, le seul problème c'est qu'il n'y en a pas, soyez sûr d'une chose, il n'y en aura pas un qui vous donnera tout. Le temps, il faut passer du temps pour essayer de trouver la meilleure. De toute façon, il faut toujours avoir un œil critique sur ce qu'on trouve, passer au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. Et puis après mettre tout ça là. Et on est sauvé. Mais rassurez-vous, personne ne l'a. Voilà, donc, alors, pour vérifier, là, c'était pour un petit peu d'avance, on pourra voir autre chose après. Donc j'ai trouvé aussi des proverbes français. Donc il y avait 20 proverbes, et puis toutes les explications qu'il fallait à un jeu, et puis je trouvais les explications. Alors après la pluie, le beau temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous avez donc, tout un tas de choses ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire le plus beau temps? C'est neutre. Après la pluie, le beau temps. Donc il faut faire les choses en ordre. Non. Attendez, je cherche le. J'ai mis la solution quelque part pour m'éviter de dire tout. On trouve un, ça va jusqu'à T. Donc il y en a 20. Une période heureuse succède généralement à une période malheureuse. Voilà, c'est ça. En avril, n'enlève pas un film, en mai, fais ce qu'il te plaît. Bon, on est en avril, justement, ça tombe bien. Vous savez que le temps change, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est le F, il fait de garder ses vêtements froids d'hiver au mois d'avril, et par contre au mois de mai on peut s'habiller comme on veut. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, c'est simple, puisqu'en russe il y a des équivalents, un Nirvana des Agnia, donc là, une hirondelle ne fait pas le printemps, jamais 203, mieux vaut tard que jamais, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, d'accord? Donc il faut tout faire en ordre, d'accord? Quand le chien n'est pas là, les souris dansent. Loin des yeux, loin du cœur, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, Pierre qui roule dans la mousse, déshabiller Pierre pour habiller Paul, les murs ont des oreilles, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, Paris ne s'est pas fait en un jour, bonnet blanc et blanc bonnet, tel père, tel fils, trop de docteurs, point de médecin, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc là, c'était des petits... Et Pierre qui roule dans l'Aspamousse, comment il l'explique? Ah, comment il explique Pierre qui roule dans l'Aspamousse? C'était précédent? Oui. Alors, c'est lequel? Tac. Je cherche. Hein. Donc, on peut prendre la Patagonie. Il y a trop de gens qui font ça. Attendez, je cherche. Hein. Je ne peux pas quand je vais mettre là. C'est trop petit, mais je ne peux pas le... Être toujours actif empêche Non. Non, c'est pas ça. Non. Devenir vieux.
C'est être actif. Ah, il peut dire quelque chose parce que quelqu'un me quitte ou me dit. Attendez, je cherche, ben, je trouve pas. Si c'est peut-être ça, oui. Être toujours actif empêche de devenir vieux avant son temps. C'est bizarre. C'est bizarre. Comme expression. C'est bizarre. Parce que Pierre qui roule dans la roue, ça veut dire que pour engranger, il faut justement ne pas rouler et pas bouger. Il faut être constant sur place et rester toujours pour pouvoir... En russe, c'est avec calme. Avec calme. D'accord. Mais la pierre au bon endroit, l'eau ne coule pas, oui, effectivement. Là, je ne comprends pas. Elle est toujours active, peut-être de venir avec son temps. C'est un peu bizarre. Oui, c'est bizarre. Je regardais la solution. On peut la trouver sur Internet, parce que de toute façon, je vais trouver on a Internet. Alors, en conclusion, avant de passer à autre chose, je vais vous montrer autre chose, on va regarder après. Nécessité des dictionnaires, nécessité de se servir d'Internet, tout le monde a ses qualités et ses défauts. Alors, il y a un problème que l'on voit dans les... Ça, c'est important, parce que si vous faites des corpus, le problème de la représentativité de la langue. C'est-à-dire que malheureusement, très souvent, dans tous les dictionnaires, il manque d'exemples. Il y a des traductions, mais on ne sait pas, elles étaient peut-être très utilisées à une époque donnée, mais maintenant c'est inusité. Et le problème de la représentativité de la langue est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, y compris dans les corpus, puisqu'un corpus doit être représentatif. C'est-à-dire qu'il doit comporter, alors pour le corpus national russe, comme pour Frontex, puisque c'est la même chose, il doit y avoir un certain nombre de textes littéraires, de textes de journaux, de textes économiques, de textes politiques, de corpus parlés, retranscrits, etc. Et donc, à partir de tout ça, on fait ce qu'on appelle une représentativité de la langue. Mais c'est très difficile d'avoir cette représentativité de la langue, à moins de prendre un corpus immense comme celui de Sketch Engine, parce que là, il est vraiment représentatif, qui a 14 milliards de mots, etc., et qui compare des choses, je pourrais vous montrer, parce que j'avais fait un exposé l'an dernier à Ouden sur l'utilisation de Sketch Engine, et on en parlera après, parce qu'il est vraiment formidable. Je vais vous le montrer, parce qu'il est gratuit en plus, et donc il faut changer d'adresse internet tous les mois, mais ça c'est possible. Donc il faut savoir où, quand, comment, etc. Les résultats scientifiques que vous rencontrerez sont des statistiques, sont des preuves et ne sont que des confirmations de ce que vous ressentez. Mais pensez qu'on en a besoin. On a besoin quand même de résultats. Si on veut que la linguistique ou les traductions ressemblent quand même à une science, puisque tout le monde veut être une science, on est sciences humaines, mais on est quand même une science, il ne faut pas oublier que le fait d'avoir des résultats tangibles, comptabilisés, ça montre quelque chose. Par exemple, on avait fait des expériences sur la langue de Dostoïevski, avec un statistique slave, les éclats de Dostoïevski. Donc on peut faire ça sur n'importe quel auteur, et on s'était aperçu que, vous savez que Dostoïevski avait beaucoup de problèmes d'argent. Et si on regarde l'argent, et bien on sait que dans ses œuvres, il y a une question d'argent aussi. Hein. Dans l'Idiote, l'argent c'est un drôle, et puis dans le Glock aussi. Bon. Mais le mot argent est 5 ou 6 fois plus important dans sa correspondance que dans ses œuvres. C'est-à-dire que s'il était noyé sur des problèmes d'argent, le pauvre, on s'aperçoit dans la langue de Dostoïevski que la langue a évolué, que la langue elle-même a évolué, c'est qu'à la place de patamushta, qui se dit maintenant, il disait ataroshto, il dit acheo, et c'était le début de son œuvre, et ensuite il y a des glissements comme ça, et on arrive à les patamushta. D'accord ? Donc on a des glissements comme ça à l'intérieur de ce qu'il a écrit pendant une quarantaine d'années, globalement, sur les 60 ans qu'il a vécu, et on voit les glissements de la langue, donc comme on en voit actuellement, où on a l'impression que les Russes mélangent maintenant Kochimo et Zatchem. Non, pas encore. Non, mais quelquefois j'ai l'impression. Oui, c'est parce que, comme en français d'ailleurs, on mélange la cause et la conséquence, c'est grave au niveau de la logique, mais bon, c'est... Voilà. Et ensuite, il faut que, évidemment, je serai traité. Donc, je vous laisserai tous les articles, toutes les références des articles dont je me suis servi
pour faire ceci. Hein. Je n'ai pas cité en cours de route, mais j'ai pris des documentations dans différents articles. Donc ça, vous l'aurez. En guise de bibliographie, c'est ça. Ensuite, donc les liens de tout et Sketch Engine qui est ici. Donc on essaiera de... Je vais essayer de le voir. Voilà, je vous ai fait une copie d'écran. Sketch Engine. Donc il y a un corpus en anglais, un corpus en russe. Le corpus en russe, il est équivalent à celui d'anglais. Vous voyez, le nombre, ça fait 15 milliards de mots. C'est énorme. En russe, il y en a 14. En français, il y en a 10, presque. 10 milliards de mots. Et ça vous permet de faire tout ça. Si on a le temps, si ça vous intéresse, je peux vous montrer ce qu'on peut faire avec. J'ai fait une étude sur le russe, pas sur le français. Je voulais la faire sur le français, parce que si on peut se connecter sur Internet, vous pourrez la faire vous en... Mais ça, c'est une intervention à part. Oui, ce serait une intervention à part. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche, pour... On salive. Voilà, pour que vous saliviez sur... Ouais. Ce que je voulais vous donner aussi comme lien, c'est le lien de mes étudiants de l'IMACO, qui ont fait quelque chose de très bien. Donc, les jeunes de 6 ans, donc puisqu'on peut se connecter à Internet, on va y aller. Donc, c'est la page ici. Donc, a priori, on est sur les jeunes de 6 ans. Puisque j'ai pris les dictionnaires, c'est eux qui m'ont donné les noms des dictionnaires. Judan et voilà. Donc, c'est fait pour les Français. Oui, c'est fait par les Français qui apprennent le russe. Donc, c'est pas vous qui apprenez le français, mais c'est orienté, donc, histoire de la Russie. Ils ont beaucoup d'humour, hein, et donc, vous avez ici traduction. Donc, ça pourra vous servir. Grammaire, c'est la grammaire russe. Donc, c'est la plupart de mes cours que le polycopier que j'ai distribué, que les étudiants ont récupéré. Traduction, dictionnaire. Donc, on va aller voir ce qu'il y a lexique. Donc, si on prend les dictionnaires, ils sont très forts puisqu'ils vous mettent en revanche, ils vous mettent toutes les références des dictionnaires, y compris les dictionnaires qui sont téléchargeables. C'est-à-dire, vous cliquez là sur PDF, donc voilà, et vous avez donc le dictionnaire PDF. Et je me suis servi donc de ces dictionnaires ici, phraséologique, vous voyez. Donc le dictionnaire de difficulté dans le russe, je ne sais pas pourquoi il y a la phraséologie, bon ça c'est un autre problème. Le dictionnaire de Nakenko, le dictionnaire russe des locutions proverbiales, et le dictionnaire russe-français des locutions idiomatiques de 2005, celui qui est classé bizarrement, mais très bien, qui est là. Et donc il suffit de cliquer ici, comme ça, et vous le téléchargez. Vous le téléchargez, comme ça il se télécharge sans aucun problème et vous le récupérez. Donc c'est des dictionnaires bilingues, vous pouvez les avoir. Ensuite il y a différents, donc il y a les dictionnaires, il y a tout ça. Hein. Donc le jargon, il y a des coquilles, hein, jargon des malfaiteurs, Datno Yazik, donc il y a aussi l'argot des jeunes. Alors, le dictionnaire de l'argot des jeunes, je ne sais pas en quelle année il a été édité, vous pourrez regarder vous-même, il est sur un site internet, mais on sait bien que l'argot évolue très vite. Hein, si maintenant je vous dis Clio, bah, je sais pas si encore. Oui, encore. Truta da Clio, va au génial. Là, c'est même pas quel. Tu vois pas aujourd'hui. Tu vois pas, oui. Tu vois Bon. Donc, vous voyez, il est très riche. Alors, évidemment, c'est tout axé sur le russe, mais il y a beaucoup de choses en bilingue, puisque c'est des dictionnaires bilingues, et donc vous pouvez tout télécharger par un PDF. Oui, c'est demandé avant qu'il soit interdit, je t'avais chargé le parce qu'il est à la limite des droits d'auteur. On dit quand même, donc je ne prends pas la responsabilité de ça, mais parce que bon, c'est téléchargeable, bon, Martier, ils le font en toute bonne foi, c'est pas pour du commercial. Hein. Donc, donc là, c'est uniquement pour les dictionnaires. Donc si je reviens, vous avez traduction. Traduction, c'est très... Donc vous avez ici énormément de traductions. En fait, ce sont les cours de mes collègues, avec des textes français. Voilà, texte extrait de la revue, donc il y a les dates.
je peux vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez les sujets. Donc, généralement, c'est les cours. Donc vous avez le texte en russe, le texte en français et les commentaires de traduction pour donner le professeur si l'étudiant a bien pris les notes. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Là, je vais crier. Mais tu peux commencer enfin. Non, il est très bien. Donc ça, c'est la traduction. Voilà, traduction. Il y a thème et version. Telle version, hein, pour nous, c'est du russe vers le français. Pour nous, c'est du thème, et thème, c'est le contraire. Donc voilà, c'est effectivement. Donc il y a tout un tas de choses qui sont vraiment très riches. Vous avez aussi des cours de civilisation. Vous avez des poèmes, des dictons, les notes de lecture. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de trucs et astuces. Trucs et astuces. Voilà, taper en cyrillique au clavier, taper en oui, parce que nous on ne permet pas de taper en russe, traducteur de texte en ligne, traduire des pages internet, vérifier une tournure, enfin bon, ils sont bien, mesurer la fréquence d'un mot, les synthèses vocales, je vous trouve pas mal de mes cours là aussi, tiens. Ouais, optimiser son temps, ça c'est très voilà. bien. Non, mais ils sont bien, ils sont vraiment très bien. C'était David qui faisait ça. Vous avez des exercices aussi. Bon, ça c'est pour les, c'est pas pour vous, puisque c'est uniquement pour le russe, quoi. Il y a même KVN. Voilà. Il y a même KVN. Voilà. Ah oui, puis avec des explications de vocabulaire de tous les néologismes, donc pour que les Français comprennent. Étudier les langues étrangères à partir des sketchs. Oui, mais c'est bon, globalement, c'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre. Mais... Ah non, ce sont des jeux de mots pour comprendre justement les morphèmes. Oui, tout à fait. Très bien. Donc voilà, traduction, texte, lexique. Alors dans les lexiques, il y a pas mal de choses. Si, il y a pas mal de lexique, le corps humain, etc. Non, c'est pas mal fait. Très bien. Donc à retenir ceci, puisqu'il est vraiment... si on avait le son, on aurait eu l'hymne russe en plus. Voilà, bon, je vais en terminer un petit peu avant, mais si vous avez des questions, un quart d'heure de questions, je vais essayer d'y répondre. J'ai une seule question. Et que dites-vous du dictionnaire phraséologique de Gracq? Alors, le dictionnaire phraséologique de Gracq, je m'en suis servi toutes mes études. Ben, il a les mêmes défauts que les autres, c'est-à-dire qu'il est très complet. Mais il y a tout un tas d'expressions qui à mon sens... Oui, mais on ne travaille pas que sur des textes du 18e ou du 20e ou 21e. Oui, si par exemple, si on cherche des expressions du 18e ou début du 19e, bah, ça oui, c'est un trésor. C'est un trésor, effectivement. Non, effectivement, moi je veux dire que je suis résolument contemporain, donc c'est vrai que je ne me suis pas tellement intéressé, quoique si je me suis intéressé à la numérisation qui pose d'énormes problèmes de texte en vieux slave, parce qu'actuellement il y a des corpus de vieux slaves en ligne, ce qui pose d'énormes problèmes, et des corpus de vieux français aussi, ça pose énormément de problèmes de transcription, parce que les orthographes sont différentes, parce que les lettres aussi sont différentes, alors du coup on utilise des symboles qui représentent les phonèmes, et puis des adaptations graphiques, enfin, ça demande des choses très importantes, mais c'est vrai que bon, par goût personnel, malheureusement je ne me suis pas intéressé à la littérature 18e, je préfère la littérature contemporaine. La seule chose, je crois que ça dépend de l'utilisateur. Ça dépend de l'utilisateur, tout à fait. L'utilisateur russe qui doit déchiffrer, décoder des choses, bon, il y trouvera tout ce qu'il cherche. Et donc dans ce cas, la représentativité, ce n'est pas une chose qui uniquement concerne les utilisateurs du 20e ou du 21e, mais c'est aussi la représentativité pour l'utilisateur russe. Hein? Je reçois votre argument, mais moi le dictionnaire phraséologique de Gracq, j'ai jamais pu m'en servir. Enfin bon, j'ai jamais trouvé ce que j'y cherchais, mais c'est parce que je cherchais des choses qu'il n'y avait pas.
Et il n'a pas été, j'aurais dû l'amener ici d'ailleurs, puis laisser à la bibliothèque. Ils ne l'ont pas à la bibliothèque. Vous imaginez, ils ne l'ont même pas à la bibliothèque de littérature étrangère. Il est bilingue. Donc il est, oui. Mais à partir de la 9e version, je crois, il est dans bilingue. En revanche, j'ai pas donné de. Mon portable, il est là. Mais là, vous avez des outils extraordinaires sur ça. Uniquement sur qui sont gratuits uniquement sur les Android. Hein. Sur Mac, je n'ai pas trouvé. Sur les iPhones. Mais sur les Android, vous avez des outils absolument magnifiques des traducteurs. Alors, si vous cherchez sur Android, c'est gratuit, c'est légal, etc. Ça s'appelle ColorDict. Et vous avez tout un tas de dictionnaires. Je peux vous dire ce que j'ai comme dictionnaire ici, puisque j'ai plus de dictionnaire papier, justement. Donc, j'ai un dictionnaire. Donc, j'aurais pu aussi mettre ces dictionnaires. Donc, si je tape un mot, par exemple, je vais taper d'homme, un mot très simple, comme ça, je suis sûr qu'il va y entrer. Donc, j'ai un dictionnaire, vous voyez ici. Donc, j'ai un dictionnaire explicatif. Donc, d'homme, j'ai задание, строение, жильцы проживающие в таком здании. J'ai un lingvo-thésaurus. J'ai le russe-russe, c'est l'équivalent du Ojegov, avec les synonymes ici, avec le Udalin. Ensuite, j'ai les родственные слова, домой, домовой, домовый, домашний, домовик, бездомный, надомник, etc. Tous les proverbes liés ici, без хозяина, дом сирота, etc. Tout ça. Ensuite, j'ai le Большая советская энциклопédie, excusez du peu. Ensuite, j'ai les techniques. Et il y a la même chose pour le français. Hein. Ensuite, j'ai le dictionnaire russe-français universel. Voilà, tout ça gratuitement sur Android. C'est-à-dire, c'est quand même un bel outil. Et voilà. Et j'ai aussi le russe ukrainien que j'ai installé parce que bon, jamais ça peut servir. Voilà. Et j'ai aussi le phraseologique slaval qui est ici. Qui est, alors je ne sais pas celui, donc il est relativement simple, vous pouvez ça circuler, c'est pas secret, hein, vous pouvez regarder. Donc vous avez tous ces outils qui sont disponibles partout sous la main. Alors on se demandait à quoi ça sert de retenir toutes ces expressions, il n'y a qu'à avoir ça sous la main, paf, on la trouve et puis on trouve le sens. Et tout ça c'est gratuit et enfin, je suppose légal puisque on fait application Android, Google, sur le Google Play, puis voilà, qu'on trouve. L'application Lingvo. Oui, Lingvo aussi, oui. N'existe plus apparemment parce que je l'ai acheté il y a plusieurs années et mon collègue de philosophie qui me manque énormément par exemple ne peut plus l'acheter, il n'existe plus. Peut-être, oui, mais c'est des modèles qui disparaissent. C'est très très commode. Oui, Lingvo il est aussi là-dessus. Oui. Et on peut même prendre des photos de texte et cliquer sur des mots du texte et avoir une traduction quasi instantanée. Ils ont peut-être vendu leur droit à quelqu'un d'autre qui n'a pas fait l'explication. Après, le domaine d'Internet, c'est très volatile. Non, mais pour revenir à votre question, c'est vrai que travailler sur les états de la langue antérieure, c'est important. En France, si vous voulez, on n'a pas de... Enfin, les seuls états de langue sur lesquels on travaille, je parle pour le français, c'est globalement le XVIe siècle, puisque Chrétien de Troyes est traduit. Tout ce qu'on fait avant le XVIe siècle est traduit. On commence, même Rabelais est traduit maintenant, parce que dans les éditions de Paul, vous avez le texte original et on regarde la traduction en français, voilà, à côté. Parce que si on donne du Rabelais à un Français actuellement, et à un Français des banlieues, on ne comprend rien quand on lit de la poésie non plus. Molière est difficilement compréhensible, ça dépend des pièces, mais en vers c'est difficilement compréhensible. La Fontaine aussi, je veux dire, on ne comprend plus La Fontaine. Si, ils comprennent La Fontaine au premier sens, si vous voulez, au sens premier, oui, on peut comprendre, et encore... Il y a des textes commentés. Il y a des textes commentés. Oui, il y a des textes commentés, oui, effectivement. Mais la langue évolue terriblement et on va arriver à un moment où le XVIe siècle sera comme pour nous le latin, si vous voulez. On a gardé une orthographe française qui dépend, qui était une simplification pour les moines de l'époque qui étaient les seuls à savoir écrire, alors que Du Bellay avait fait une proposition d'orthographe française phonétique qui avait du sens. Il avait vraiment fait ça, en écrivant les nasales avec des tildes comme en portugais, etc. Bon, les moines ont décidé que le mot sang, il fallait garder les orthographes latines, kentum, sangus, etc. Donc voilà, on a gardé du latin, mais actuellement le latin ne parle plus à personne. Si, c'est même à l'épreuve du bac, il n'y a plus de traduction en latin, c'est fini, c'est juste du commentaire de traduction.
Donc ils ont le texte en latin, un texte en français, et ils doivent dire, ah oui, ça c'est un subjonctif à la troisième personne, ah, bravo, 18, et puis non, je simplifie, vous pouvez arrêter l'enregistrement, ça je vais avoir des problèmes après en France. mais c'est ça, si vous voulez, la réalité, hein, la réalité du terrain. Alors pour les chercheurs, oui, pour les chercheurs qui s'intéressent à la littérature du 16e, du 18e, etc. Comme nous, je veux dire, mes études de russe à moi, elles ont commencé effectivement quand j'étais à votre niveau, en licence, on avait, avant, en licence, troisième année, hein, donc on faisait Slovo Palkuig, on avait un petit extrait, on a fait, pour nous montrer ce que c'était que la langue et la littérature, on a fait Astranie Lavrevan, évidemment, et on faisait Жизнь Avakuma. Voilà. Bon, on commençait à comprendre quelque chose à Жизнь Avakuma. Ah, ça c'est un mot russe, on comprend, voilà. Et puis après, on faisait Yevgeny Onegin, on n'y comprenait rien, rassurez-vous, absolument rien. Mondial, il y a ça, nous chissons les preuves, et on était là, oh, Kadmen Yevchut, que les animaux, on ne comprenait pas rien, c'était absolument impossible. Donc, et après, on commençait à comprendre quelque chose avec Tchekhov. Ah, Tchekhov, c'est bien. Tolstoï, Tolstoï, on comprend. C'est du français traduit en russe par un écolier, donc. Non, mais il y a des tournures françaises dans Tchekhov, dans Tolstoï, qui se reconnaissent très bien, et c'est beaucoup plus facile. C'est l'auteur le plus facile à lire, pour un francophone. Alors que Dostoïevski est difficile, Pouchkine est difficile, c'est la poésie est difficile. Voilà. Et du coup, après, on prend la littérature soviétique, qui était difficile aussi. Et donc, dans tous ces dictionnaires phraséologiques, j'ai jamais rien trouvé de ce qui m'intéressait. J'ai pas trouvé Platonov était horriblement difficile. Tous les ans, c'est horriblement difficile à lire. Et puis après, on a eu j'étais de la génération où on a dû étudier tous les auteurs paysans, Léonid Leonov, etc. Et c'est Kashman, c'est pas dans le dictionnaire phraséologique. J'ai jamais trouvé mon bonheur dans le dictionnaire phraséologique. C'était un dictionnaire que, si vous voyez, je sais pas, il n'y avait jamais aucune expression qui était employée qu'on pouvait trouver dans un dictionnaire, dans tous ces auteurs. Il fallait prendre le DAL. Aussi, le DAL était d'un bon secours. Donc, et encore, il fallait savoir de quelle région c'était, etc. Et tout. Mais c'est vrai que c'est un problème, tout ça. Et j'imagine que vous avez peut-être les mêmes difficultés avec le français, quoique le français étant plus ramassé, il y a moins de régionalisme, enfin il y en a aussi, mais bon, en ce moment le gros débat c'est est-ce qu'on dit un pain au chocolat ou une chocolatine. C'est le... Vous savez, les pains au chocolat. Si vous êtes dans le sud de la France, ils disent chocolatine. Voilà. Mais encore dans l'ouest, hein, dans le sud-ouest. Vous dites quoi? Un pain au chocolat, moi aussi, je suis un fan du pain au chocolat, voilà, c'est évidemment un pain au chocolat. Bon, on va s'arrêter là. Bon, donc on va remercier. Merci beaucoup, c'était parfait. Non, pas parfait, mais surtout intéressé au moins. Vous n'êtes pas ennuyé, c'est des parfait au chocolat. Voilà, parfait au chocolat. Donc je vous laisse un exemplaire sur le... Et après, on va faire quelque chose sur le cuisine, parce que